bas, normalement, tu as un petit curseur. Voilà, c'est bon avec le curseur. Très bien. Bien, alors on commence avec un petit peu de retard, mais je vais essayer de ne pas vous libérer tard parce que je suppose que vous avez, il y a outre le couvre-feu, que vous avez probablement d'autres obligations. Donc, on va aborder le cours sur l'hypertension pulmonaire, qui est un cours un peu dense. Et comme vous le voyez, j'ai volontairement mis de couleurs différentes le A de hypertension artérielle pulmonaire, puisque sur les nouvelles recommandations, on ne parle plus d'hypertension artérielle pulmonaire, ou tout du moins, on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, mais qui doit être absolument dissociée du grand groupe de l'hypertension pulmonaire. Donc, dans l'hypertension pulmonaire, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire, puis les hypertensions secondaires, comme on va le voir dans les classifications. Donc, tout d'abord, sans vouloir vous effrayer, un petit rappel embryologique pour vous faire part du fait que le poumon et le cœur ne peuvent être dissociés. Donc, le poumon est une évagination qui naît de l'intestin primitif et cette évagination va donner naissance à un bourgeon pulmonaire et ce bourgeon pulmonaire va très vite, dès J26, se différencier en future bronche souche droite et future bronche souche gauche. Et dès J30, vous voyez que la latéralisation apparaît avec d'emblée la notion que le poumon droit aura 3 lobes alors que le poumon gauche n'en aura que 2 puisque le cœur est de façon tout à fait concomitante en train de se former à gauche. Donc, dans la formation du poumon, il y a très précocement ce que l'on appelle le stade embryonnaire qui survient jusqu'à 6 semaines, donc très très tôt, et on voit que cette future bronche souche droite avec 3 parties, qui sont les bronches segmentaires, et bien très précocement, au fur et à mesure que les cellules bronchiques vont se différencier, c'est-à-dire que la cellule pluripotente qui vient de l'intestin primitif va se différencier en cellules bronches sous l'effet d'un dialogue entre les cellules de soutien du tissu mésenchymateux et la progression de ces cellules qui deviennent des cellules bronchiques. Et lorsque la cellule bronchique est au niveau de ce tissu de soutien, eh bien d'emblée, il va y avoir une différenciation des cellules mésenchymateuses en cellules vasculaires, de sorte à ce que chaque cellule bronchique ait sa cellule vasculaire au contact. Donc très tôt, on voit que la future bronche souche est d'emblée associée à la future artériole satellite pour pouvoir assurer les échanges gazeux, qui est la fonction principale du poumon, qui sont les échanges alvéolo-capillaires. Donc, cette différenciation, elle s'effectue sous l'effet d'un dialogue moléculaire entre les cellules bronchiques, les cellules vasculaires, les cellules du tissu de soutien et d'autres paramètres extérieurs vont influer la formation de ce poumon, que sont la quantité d'oxygène. S'il y a trop d'oxygène, c'est pas bien, mais s'il n'y en a pas assez, c'est pas bien non plus. Il y a des molécules de différenciation, des molécules de croissance qui vont jouer dans cette différenciation. Et on voit que ces cellules mésenchymateuses sont déterminantes dans la division dichotomique des bronches, et cette division dichotomique est celle qui va permettre à l'arbre respiratoire d'avoir une multitude de bronchioles et une multitude d'alvéoles pour pouvoir assurer la fonction d'échange gazeux une fois que le poumon sera mature. Donc ça, c'est très précocement, vous voyez, 6 semaines d'aménorrhée, donc c'est très tôt. Entre 6 et 16 semaines, c'est ce que l'on appelle le stade pseudoglandulaire, c'est-à-dire que le tissu respiratoire est en train de s'organiser en tubules, qui sont les futures bronches, et on appelle ça pseudoglandulaire parce que vous voyez que ces bronches ont des cellules très saillantes et une lumière réduite, un peu comme des cellules glandulaires de pancréas, selon vos souvenirs d'histologie, qui sont bien lointains maintenant. Et la différenciation est précoce puisque vous voyez que les divisions dichotomiques se font essentiellement entre 6 et 16 semaines, ce qui va permettre à l'arbre respiratoire et du coup à l'arbre vasculaire, puisque comme je vous le disais, les bronches et les vaisseaux vont être main dans la main, vont avancer main dans la différenciation et la formation de ce poumon. Il va y avoir une différenciation des cellules ciliées avec ces cellules ciliées qui vont assurer les mouvements ioniques très précocement. Et l'innervation apparaît dès 8 semaines. Et là encore, il y a des protéines de différenciation, des facteurs de croissance qui vont assurer le bon développement de ce poumon.
Ensuite, je vous ai résumé ici les différents stades de développement. Donc 4 à 6 semaines, le stade embryonnaire, 6 à 16, le stade pseudoglandulaire, et entre 15 et 25 semaines, c'est ce que l'on appelle le stade canaliculaire, où les cellules déterminantes pour la formation du surfactant et où les capillaires vont se rapprocher et où la membrane alvéolo-capillaire va finalement s'affiner pour pouvoir préparer le poumon à sa fonction respiratoire en postnatal. Et j'ai mis cette ligne rouge parce qu'on sait que c'est le terme à partir duquel un prématuré ou prématurissime va pouvoir survivre parce que justement ces cellules sécrétrices de surfactants et surtout l'architecture du poumon est à peu près constituée avec ces membranes alvéolo-capillaires qui vont permettre les échanges gazeux au niveau du poumon. Mais il est bien évident qu'entre 24 et 36 semaines, ce stade saculaire, puis au-delà de 36 semaines, le stade alvéolaire, sont des stades déterminants pour la maturation du poumon, et on sait que le poumon continue à croître et à maturer même en postnatal, et c'est pour cela que la prise en charge des prématurés s'est considérablement améliorée grâce à cette croissance que l'on va tout faire pour maintenir et permettre à ce poumon de devenir de plus en plus performant dans les échanges. Donc le développement, il y a le développement bien entendu du poumon, mais le développement parallèle des artères est déterminant pour que justement ce binôme qu'est alvéole et capillaire puisse fonctionner. Eh bien, il faut que nos artères extrapulmonaires puis préacinaires rejoignent finalement les artérioles et les capillaires très distales, et l'origine embryologique n'est pas la même pour ces artères proximales et ces artères distales qui naissent par coalescence à partir d'une vasculogénèse au niveau du parenchyme et du mésenchyme pulmonaire. Donc, le poumon, comme je le disais, est loin d'être terminé à la naissance, et on voit qu'après la naissance, il va y avoir une maturation vasculaire, une maturation alvéolaire qui va se poursuivre, et il est bien évident qu'un enfant qui va naître à 25 semaines, eh bien, il va falloir poursuivre cette maturation qui a lieu normalement in utero et tout faire pour que la ventilation n'altère pas le processus maturationnel de ce poumon. Donc, les bronchioles et les alvéoles subissent des divisions dichotomiques de sorte à ce que dès 24 semaines, le poumon est fonctionnel mais pas encore mature, et les poumons, de façon parallèle, tout le système vasculaire se met en place par vasculogénèse ou par angiogénèse, et ça c'est une question sémantique de termes, comme je vous le note sur les définitions de cette diapositive. Donc, le contrôle du développement pulmonaire, eh bien, il dépend des secteurs épithéliaux et mésenchymateux et endothéliaux avec un dialogue moléculaire et avec l'influence de facteurs de croissance et de facteurs hormonaux et humoraux qui vont participer à la maturation de ce poumon. Donc le poumon, il sera mature et fonctionnel si et seulement si on a bien eu un développement synchrone de l'arbre aérien et vasculaire, et si la matrice extracellulaire a bien véhiculé toutes les molécules qui sont indispensables à la maturation de ce poumon. Alors il y a des facteurs extrinsèques aussi qui vont influer. Et on sait bien que si on a un petit thorax ou une hypoplasie, eh bien, l'enfant pourra avoir une hypoplasie pulmonaire. Si on a une hernie diaphragmatique et que l'ensemble du tissu digestif, du tube digestif remonte dans le thorax à droite ou à gauche, eh bien, ça va gêner bien entendu le développement de ce poumon. Un omphalocèle va également perturber l'équilibre de pression entre le secteur thoracique et abdominal. Et la quantité de liquide est également importante, et on sait que l'oligoamnios ou l'hydramnios peuvent influer sur la maturation du poumon. Alors tout d'abord, un petit rappel sur la circulation fœtale, mais je suppose que vous avez déjà eu un mot sur la circulation fœtale lorsque vous avez abordé la physiologie, mais on va rappeler brièvement que chez le fœtus, eh bien, le poumon n'a pas de rôle d'hématose puisque c'est le placenta qui va jouer ce rôle de respiration et de poumon in utero. Donc, le débit pulmonaire est donc très faible en début de grossesse et va croître en fin de grossesse pour préparer le poumon à sa fonction postnatale. Et in utero, comme le poumon n'est ni ventilé ni bien vascularisé, eh bien, les artérioles ont une architecture qui fait que les résistances vasculaires pulmonaires in utero sont élevées.
En effet, je vous ai schématisé ici les artérioles en prénatal à gauche, en postnatal à droite, et la circulation fœtale, donc le placenta, ramène du sang oxygéné non pas à l'oreillette gauche comme en postnatal, mais le sang oxygéné chez le fœtus arrive dans l'oreillette droite. Donc il faut que le sang oxygéné puisse regagner l'aorte, et il a deux circuits pour pouvoir regagner l'aorte, le foramen ovale pour permettre au sang d'arriver à l'aorte ascendante, et le canal artériel qui va permettre au sang qui est passé par la tricuspide, le ventricule droit et l'artère pulmonaire, là, ce sang qui correspond à peu près à 2/3 du débit qui arrive dans le tronc de l'artère pulmonaire, et bien ce sang, il va être soumis à deux possibilités, soit aller dans les artères pulmonaires dont les résistances vasculaires sont très élevées parce que les artérioles sont fermées avec une lumière très réduite, soit aller vers le canal artériel qui, lui, est soumis aux résistances placentaires qui sont extrêmement basses. Donc, le sang, il va là où il est le plus facile d'aller, c'est-à-dire vers le canal artériel, et ça tombe très bien, puisque l'aorte ascendante a du sang oxygéné qui vient du foramen ovale, et l'aorte descendante a du sang oxygéné qui vient du canal artériel. Le débit qui va traverser les poumons est de l'ordre de 10% en début de grossesse et de 20 à 25% en fin de grossesse. Et lorsque l'on regarde des artérioles fœtales, eh bien ces artérioles fœtales, elles ont des cellules endothéliales très saillantes et une lumière vasculaire très petite. Je vous ai rappelé ici les lois de Poiseuille avec la pression qui dépend des résistances et du débit. Le débit est faible chez le fœtus, donc, mais les pressions sont élevées parce que les résistances sont élevées. Et les résistances dépendent du diamètre du vaisseau. Plus le diamètre est élevé, plus les résistances sont basses. Vous voyez que le diamètre de la lumière vasculaire du vaisseau représenté à gauche est extrêmement étroit, donc les résistances vasculaires pulmonaires sont bien plus élevées qu'en postnatal. Qu'est-ce qu'il se passe en postnatal? Eh bien, sous l'effet de la respiration, lorsque le bébé va franchir la filière, évacuation du liquide qu'il avait dans ses poumons, et le premier cri du bébé correspond en fait à l'afflux massif d'oxygène dans son poumon. Les alvéoles vont se déployer et les artérioles vont s'ouvrir sous l'effet du phénomène mécanique qui est le déploiement pulmonaire, mais également sous l'effet de l'oxygène qui est un puissant vasodilatateur et qui va permettre à ces artérioles pulmonaires de s'ouvrir d'un coup d'un seul. Et il faut que ce soit d'un coup d'un seul, parce que la circulation pulmonaire doit prendre le relais du placenta dès la première respiration. Dès qu'on coupe le cordon ombilical, le bébé doit assurer de lui-même sa propre respiration, ce qui signifie qu'il doit brutalement passer d'un débit pulmonaire très faible à un débit pulmonaire égal au débit systémique, c'est-à-dire 100% du débit doit pouvoir franchir la circulation pulmonaire dès que l'on coupe le cordon ombilical. Et ça, c'est possible grâce à une restructuration très brutale des artérioles pulmonaires qui vont s'ouvrir, et vous comprenez aisément que ce diamètre artériolaire, quand on voit que les résistances sont inversement proportionnelles au rayon à la puissance 4, eh bien vous comprenez bien que le rayon de l'artériole de droite est très supérieur au rayon de l'artériole de gauche. Donc on va avoir une chute brutale des résistances vasculaires pulmonaires qui va permettre au débit pulmonaire de prendre le relais du placenta et assurer ainsi une bonne oxygénation postnatale chez ce bébé. Donc à la naissance, c'est ce que je viens de vous expliquer, il y a une restructuration du lit vasculaire pulmonaire avec des modifications morphologiques et fonctionnelles qui vont permettre à ces artérioles de s'ouvrir et d'assumer la totalité du débit pulmonaire. Le petit schéma de droite représente les pressions artérielles pulmonaires et vous voyez ce décrochage brutal qui correspond à la naissance, et vous voyez que les pressions pulmonaires augmentent in utero et vont baisser à la naissance de façon parallèle au débit qui va augmenter d'un coup d'un seul. Vous voyez que là, c'est vraiment très brutal, l'augmentation du débit, et la chute des résistances, de même, très brutale en postnatal. Et la baisse des pressions et des résistances va se poursuivre dans les premiers jours et premières semaines de vie. Et on pense que les pressions et les résistances vasculaires pulmonaires deviennent strictement normales et matures, c'est-à-dire que la circulation postnatale est complètement établie vers l'âge de 2 mois de vie. Donc les artérioles, elles vont être ces artérioles fœtales, on sait qu'elles sont très musclées, elles vont se démuscler en postnatal et se démuscler surtout
entre les artérioles proximales et les artérioles distales, de sorte à ce que les artérioles très distales, qui sont satellites des alvéoles, eh bien, ces artérioles alvéolaires doivent avoir une paroi extrêmement fine pour permettre aux échanges alvéolo-capillaires de se faire correctement. Il faut que cette membrane, elle soit vraiment de quelques microns, et on verra l'aspect histologique, de sorte à ce que les échanges gazeux puissent se faire correctement. S'il y a un défaut d'adaptation, eh bien, les artérioles vont rester un peu musclées et il va falloir un peu plus de temps aux pressions et aux résistances pulmonaires pour s'abaisser. On verra un cas pathologique ultérieurement. Donc, voici une artériole fétale à droite en coloration orséine, où vous voyez bien les noyaux en violet, et vous voyez que cette artériole est certes bien régulière, mais avec des cellules endothéliales saillantes et surtout une paroi musculaire. Les noyaux sont représentés en violet et le cytoplasme en rose. Vous voyez en plus la façon dont les cellules musculaires sont organisées autour du vaisseau. Vous voyez qu'en fait, c'est tel un boa constrictor, en fait, il y a l'artériole et les cellules, elles viennent s'enchevêtrer autour du vaisseau, de sorte à ce qu'une très faible constriction, une très faible contraction, vasoconstriction, s'accompagne d'une baisse brutale et d'une fermeture de ce vaisseau. Alors que l'artériole de gauche, vous voyez qu'elle est extrêmement fine, on voit à peine les cellules endothéliales qui sont toutes aplaties contre la membrane basale, et on a les globules rouges qui sont là, et on comprend aisément que les échanges alvéolo-capillaires se feront beaucoup plus facilement sur une artériole monocouche que sur une artériole très épaisse. Donc, dans un certain nombre de cas, il y a un retard de maturation. C'est ce qu'on appelle l'hypertension persistante du nouveau-né. C'est une affection relativement fréquente, de l'ordre de 2 pour 1000, et alors qu'avant l'ère des traitements, il y avait 50% de morbidité et de mortalité dans l'hypertension persistante du nouveau-né. Aujourd'hui, c'est une affection que l'on sait très bien prendre en charge. On sait qu'il s'agit d'un simple retard de maturation des artérioles pulmonaires sous l'effet d'une agression, soit une inhalation méconiale, une infection materno-fétale. Il y a une cause extrinsèque qui est venue interférer cette baisse des résistances vasculaires postnatales, et en général, la prise en charge de ces bébés va s'accompagner d'une amélioration en 3-4 jours, puisque c'est un simple retard de maturation. Il y a des variations brutales du débit pulmonaire. On en a vu un exemple, la naissance, c'est le plus brutal mécanisme d'augmentation des résistances, du débit pulmonaire, c'est-à-dire qu'on demande à un nouveau-né de passer d'un débit très faible à un débit violent. Eh bien, on a également ça dans d'autres situations physiologiques que sont l'effort. Lorsque l'on fait un effort, on sait que le débit cardiaque doit augmenter d'un facteur 4 à 5. Eh bien, la circulation pulmonaire a ceci de particulier que le poumon est le seul organe à devoir assumer 100% du débit cardiaque. Lorsque vous faites un effort, vous augmentez votre débit sanguin de sorte à ce que les organes qui ont besoin de plus d'oxygène soient mieux vascularisés. Mais c'est au détriment d'autres organes qui, eux, vont être hypoperfusés, c'est-à-dire que l'aorte, elle va redistribuer le débit en fonction de nos besoins. En revanche, le poumon, lui, si on lui dit eh bien, le débit cardiaque doit augmenter d'un facteur 4 ou 5, eh bien, le poumon, il va assumer 500% du débit cardiaque, donc il va falloir qu'il sache s'adapter à cette augmentation de débit. Il existe aussi des situations pathologiques d'augmentation du débit, que sont les shunts gauche-droite, où on sait qu'on peut avoir un QP sur QS à 2, 3, 4 sur 1. Il va y avoir également des modifications du débit pulmonaire lorsqu'il y a un obstacle au retour veineux pulmonaire ou lorsqu'il y a un embole qui vient bloquer l'artère pulmonaire. Donc, comment est-ce que le poumon s'adapte à ces variations de débit? Il y a d'abord un phénomène que l'on appelle, c'est un phénomène de physiologie respiratoire, on appelle cela les zones de West. Le poumon est séparé en différentes zones en fonction de l'équilibre entre la pression alvéolaire et la pression au niveau des vaisseaux pulmonaires. Donc, le poumon est séparé chez un patient debout avec la force d'attraction terrestre et le poids de la poussée d'Archimède qui va vers le sol. Donc, le poumon, vous imaginez un poumon sur lequel est accroché un ressort. Si j'accroche un ressort, eh bien, on verra que si je mets un certain poids, les spires de ce ressort vont être très lâches au niveau du haut du sommet du poumon et très resserrées au niveau de la base du poumon.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme les alvéoles ne sont pas très distensibles, ce ne sont pas des parois musculaires, donc le fait d'avoir une hyperpression au niveau alvéolaire sous l'effet du poids et sous l'effet de la traction du poumon vers le sol, eh bien, cette pression alvéolaire va être très élevée, supérieure à la pression des artérioles et des veines, si bien que nos capillaires vont être tout écrasés au niveau du sommet du poumon. La zone 2 de West, eh bien, la pression alvéolaire reste supérieure à la pression des veines, mais en revanche, elle est inférieure à la pression de l'artériole. Mais si l'artériole est ouverte et la veine est fermée, le sang ne passe pas non plus dans la zone 2 de West. Donc, en fait, en pratique, lorsque l'on est au repos et qu'on est à un débit pulmonaire normal, eh bien, on ne fonctionne qu'avec notre zone 3 de West, dans laquelle la pression alvéolaire est en parfait équilibre, elle est inférieure à la pression artériolaire et à la pression vénulaire, si bien que la zone périhilaire est la zone qui fonctionne et qui travaille en termes de débit pulmonaire et de ventilation-perfusion. Il s'agit de cette zone 3 de West. La zone 4 est un peu oubliée parce qu'elle est tellement écrasée, c'est la base du poumon qui ne respire pas trop et qui n'est pas trop vascularisée. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mon débit pulmonaire? Eh bien, le fait d'augmenter le débit pulmonaire va augmenter le retour veineux pulmonaire et ma pression dans les veines va augmenter de sorte à ouvrir les vaisseaux dans ma zone 2 de West et je vais recruter un territoire vasculaire qui normalement n'est pas fonctionnel. Et qu'est-ce qui se passe si ma pression augmente encore plus et que mon débit augmente encore plus? Eh bien, ma pression dans les artérioles et dans les veines va devenir supérieure à la pression alvéolaire et je vais recruter également la zone 1 de West. Et c'est ce que l'on appelle la redistribution vasculaire vers les sommets. Vous savez que lorsqu'il y a un hyperdébit pulmonaire comme dans un shunt gauche-droite ou lorsqu'il y a un obstacle à l'éjection, à l'évacuation des veines pulmonaires comme dans une cardiopathie gauche, eh bien, on va avoir une hypervascularisation pulmonaire qui va se traduire sur la radio de thorax par une visibilité trop importante des vaisseaux au niveau du poumon, du sommet du poumon. C'est ce que l'on appelle la redistribution vasculaire vers les sommets. Là, on a un shunt avec un gros cœur et une hypervascularisation. On voit trop bien. Normalement, on ne voit que les artérioles, les vaisseaux au niveau du hile. Et là, on va voir que ces vaisseaux, eh bien, on les voit anormalement, bien en distalité. Il y a un autre mécanisme d'adaptation de la circulation pulmonaire à l'augmentation de débit, eh bien, c'est la mise en route du système endothélial. La fonction endothéliale, vous savez qu'elle a été découverte dans les années 80 par M. Furchgott, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel grâce à la découverte de cette fonction endothéliale, parce que jusque dans les années 80, on pensait que ces toutes petites cellules à peine visibles en microscopie optique étaient simplement des cellules de protection, et on s'aperçoit maintenant que ces cellules ont un rôle capital dans la régulation du tonus vasculaire. Et la cellule endothéliale, elle est aux premières loges, puisque dès que le débit pulmonaire augmente, la cellule endothéliale le perçoit, elle a des capteurs à sa surface, et dès qu'elle perçoit que le débit augmente, elle se dit « Ouh là là, attention, je vous rappelle la loi de Poiseuille, delta P égale R fois Q ». Si je dois maintenir une pression constante, lorsque mon débit augmente, il faut absolument que je baisse mes résistances de sorte à ne pas augmenter mes pressions pulmonaires chaque fois que je fais un effort. Parce que chaque fois qu'on fait un effort, on a dit qu'on était capable de multiplier par 3 ou 4 notre débit sanguin. Il n'est pas question d'augmenter par 3 ou 4 notre pression artérielle, sinon on ferait exploser tous les vaisseaux de notre organisme chaque fois que l'on fait un effort. Donc, cette régulation, elle s'effectue grâce à la régulation des résistances vasculaires pulmonaires, et c'est la fonction endothéliale qui va jouer un rôle déterminant sur cette vasoréactivité. L'endothélium représenté par cette cellule rectangulaire est une cellule donc toute petite, je voulais zoomer là bien sûr, mais c'est une microscopique cellule qui a des vertus énormes sur la régulation. En première loge, le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est un gaz que vous connaissez, qu'on manipule en réanimation, en soins intensifs, maintenant de façon tout à fait courante. Et ce monoxyde d'azote est fabriqué par la cellule endothéliale sous l'effet de la transformation de la L-arginine par une enzyme qui s'appelle la hénosynthase. Et ce monoxyde d'azote agit sur les cellules musculaires lisses pour activer un second messager qui est le GMP cyclique, et la recapture du calcium au niveau de la cellule musculaire lisse va s'accompagner d'une vasorelaxation.
La cellule endothéliale, elle libère d'autres substances vasodilatatrices, dont les prostacyclines, qui agissent sur un autre second messager qui est l'AMP cyclique, mais qui va avoir la même vertu de recapture du calcium par le réticulum sarcoplasmique et permettre ainsi une vasorelaxation. Il y a un autre facteur qui agit sur des canaux potassiques qu'on appelle le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium, que l'on n'a pas encore identifié, mais on sait que son action passe par les récepteurs KATP dépendants. La cellule endothéliale, donc, puissant vasodilatateur par la libération du NO, de l'EDHF, de prostacycline, peut-être d'autres molécules qu'on n'a pas encore identifiées. Et le NO n'a pas que des vertus vasodilatatrices, il a aussi un effet antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses et un effet anti-agrégant plaquettaire. Et quel était l'avantage du NO par rapport aux autres vasodilatateurs? C'est que lorsqu'il passe dans la circulation générale, il est très vite désactivé, donc il n'a pas d'effet vasodilatateur systémique, contrairement à tous les autres vasodilatateurs utilisés dans l'hypertension pulmonaire. Donc la cellule endothéliale, puissant facteur vasodilatateur, mais si on est capable de vasodilater, il faut absolument qu'on soit capable de revenir à l'état de base, et donc si elle est capable de vasoconstricter, elle est forcément capable de vasoconstricter aussi, et ce, grâce à la libération d'endothéline, qui est le plus puissant vasoconstricteur décrit à ce jour. Donc, équilibre en permanence en fonction de nos besoins. Je fais un effort, j'augmente mon débit, je vais baisser mes résistances par une vasodilatation. J'arrête mon effort, il n'est pas question que je reste avec un débit pulmonaire augmenté. Je reviens à mon état de base grâce à une vasoconstriction. Et en permanence, nous avons cet équilibre entre substances vasodilatatrices et substances vasoconstrictrices, de sorte à être toujours à un niveau de pression pulmonaire à peu près constante. Qu'est-ce qui se passe si ma fonction endothéliale est défaillante? Eh bien, la balance va toujours basculer dans le sens de la vasoconstriction. Et c'est facile à comprendre puisque si ma fonction endothéliale est défaillante, vous avez bien compris que cette cellule endothéliale, elle jouait un peu un rôle de garde-fou. Elle est là pour dire à la cellule musculaire lisse, une cellule musculaire lisse, c'est fait pour se contracter. La cellule musculaire lisse, elle a le garde-fou qui est la cellule endothéliale au-dessus d'elle et elle va se contracter que lorsque la cellule endothéliale va lui permettre. Si la cellule endothéliale n'est plus là, eh bien, tous les facteurs qui avaient un effet vasodilatateur par l'intermédiaire de la cellule endothéliale peuvent avoir un effet complètement opposé, c'est-à-dire directement vasoconstricteur, si on n'a plus notre garde-fou représenté par la cellule endothéliale. Et ce point-là, il est très important parce que certaines drogues utilisées notamment, et c'est la raison pour laquelle en anesthésie, il faut impérativement que les patients qui ont de l'hypertension pulmonaire et qui doivent subir une chirurgie soient pris en charge dans des services qui ont l'habitude de l'hypertension pulmonaire parce que certaines drogues utilisées en anesthésiologie peuvent avoir un effet complètement inverse à celui attendu s'il y a une dysfonction endothéliale. Alors, on va aborder maintenant la définition de l'hypertension pulmonaire. Vous savez que la définition de l'hypertension pulmonaire, jusqu'au dernier congrès mondial qui s'est tenu en février 2018 à Nice, la définition OMS de l'hypertension pulmonaire était une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Depuis 2018, on a abaissé ce seuil à 20 mm de mercure avec des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 3 unités. Cette distinction de 20 à 25, pour nous cardiopédiatres, le plus souvent, quand on a affaire à une hypertension pulmonaire chez les enfants, on est soumis à des chiffres bien plus élevés que ceux de 20 ou 25 mm de mercure. Et cette spécificité du monde de l'hypertension pulmonaire adulte a surtout été apportée pour des patients qui ont des facteurs de risque et qui ont un screening, notamment dans la sclérodermie, dont on sait que plus on prend tôt en charge une hypertension pulmonaire, meilleur sera le pronostic. Et bien, lorsque l'on fait un suivi longitudinal de ces patients, on avait des pressions pulmonaires qui étaient strictement normales et on va voir que la pression pulmonaire elle a tendance à monter, eh bien, on n'attend plus le seuil de 25 mm de mercure, mais plutôt 20 pour initier un traitement chez ces patients. En général, en pédiatrie, on n'est pas vraiment soumis à cette définition-là. Je vous ai rappelé quand même
la loi de Poiseuille, hein, delta P égale R fois Q, et la formule des résistances vasculaires pulmonaires, 8 eta L sur pi R4. Les résistances vasculaires pulmonaires dépendent du secteur vasculaire traversé, donc la longueur du vaisseau, les propriétés physiques du liquide qui franchissent ces vaisseaux et le diamètre du vaisseau. Donc, pourquoi est-ce qu'on va avoir une pression pulmonaire élevée? Eh bien, soit parce qu'il y a trop de sang, un débit augmenté, exemple du shunt gauche-droite, ou alors un caillot qui vient augmenter la pression en amont, soit la sortie du poumon est bloquée, c'est ce qu'on appelle l'HTAP post-capillaire, c'est-à-dire que ça stagne dans les capillaires parce qu'il y a un blocage soit au niveau des veines pulmonaires, soit au niveau de la mitrale ou des pressions de remplissage du ventricule gauche, HTAP post-capillaire par atteinte du cœur gauche, soit qu'il y a une atteinte primitive des artérioles pulmonaires et des capillaires qui va retentir sur les pressions pulmonaires. Alors, la classification de l'hypertension pulmonaire qui a donc été revue lors du dernier congrès de Nice, il y a le groupe 1, et c'est le sous-groupe de l'hypertension pulmonaire qui est l'HTAP. L'HTAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, sous-entendu atteinte directe des artérioles pulmonaires. Pourquoi est-ce que les artérioles pulmonaires sont touchées? Soit idiopathique, on a beau chercher dans tous les sens, on n'a pas d'explication. Soit héritable, ce sont les formes familiales d'hypertension pulmonaire avec une mutation génétique ou sans mutation génétique connue. Ce sont les atteintes iatrogènes, drogues et toxines. Ce sont les HTAP associés aux cardiopathies congénitales pour nous, aux maladies systémiques pour les internistes, au HIV pour les infectiologues, encore que depuis la trithérapie, il y a beaucoup moins d'HTAP associés au virus VIH. L'hypertension portale. Il y a un nouveau groupe qui est apparu qui sont les hypertensions qui répondent aux inhibiteurs calciques. On va voir la définition de qu'est-ce qu'un répondeur. Et pour la pédiatrie, les formes néonatales d'HTAP, l'hypertension persistante du nouveau-né, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il ne s'agit pas à proprement parler d'une HTAP dans la mesure où c'est juste un retard de maturation de la circulation pulmonaire. C'est un phénomène transitoire qui va rentrer dans l'ordre en quelques jours. Et en 1-6, ce qu'on appelle la maladie véno-occlusive pulmonaire ou les anomalies structurelles des capillaires qui sont les dysplasies alvéolo-capillaires. Et dans ces formes-là, le pronostic est extrêmement sombre. On a une HTAP néonatale pour laquelle on sait qu'il n'y aura aucun espoir thérapeutique dans ces formes-là. Le groupe 2, c'est ce qu'on appelait, nous cardiologues, l'HTAP post-capillaire, c'est-à-dire que c'est l'atteinte, le retentissement d'amont d'un blocage au niveau des veines pulmonaires, soit parce qu'il y a une sténose des veines pulmonaires, soit le plus souvent parce que c'est une cardiopathie du cœur gauche, qu'elle soit valvulaire ou fonctionnelle, myocardique. Si on a une dysfonction, une HTA par exemple, eh bien, on va avoir des pressions de remplissage élevées au niveau gauche et ça va retentir sur l'oreillette gauche, puisqu'il faut bien comprendre qu'en diastole, l'artère pulmonaire est en continuité complète avec les capillaires, les veines pulmonaires, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc en diastole, la mitrale est ouverte et il y a un continuum entre l'artère pulmonaire et le ventricule gauche. Le groupe 3, ce sont les hypertensions pulmonaires associées aux pathologies respiratoires chroniques. On va voir plus en détail. Le groupe 4, très rare chez l'enfant, c'est l'HTAP associé aux maladies thromboemboliques. Nous en avons très, très peu dans notre cohorte. Et le groupe 5, c'est tout ce qui n'est pas 1, 2, 3, 4. C'est juste pour vous dire que ça a été un peu complexifié. Dans chaque groupe, il y a des sous-groupes. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'héritable, eh bien, ça va dépendre de la mutation retrouvée. Dans les cardiopathies congénitales, il y a 4 groupes. L'Eisenmenger, le shunt gauche-droit persistant, le type 3 qui est un petit shunt qui n'explique pas le degré d'hypertension pulmonaire. Et le type 4, ce sont les HTAP qui persistent après une chirurgie de cardiopathie congénitale. Donc, chez l'enfant, dans 20 à 30% des cas, on n'arrive pas à utiliser cette classification parce que plusieurs groupes sont concernés. Dans un cimetière, on a à la fois une CIA qui répond au groupe 1,
Une sténose des veines pulmonaires, plutôt groupe 2, une hypoplasie pulmonaire, plutôt groupe 3. Chez le prématuré, on a la bronchodysplasie pulmonaire qui est du groupe 3, mais on a souvent un canal artériel persistant, donc un shunt, une sténose des veines pulmonaires. Dans la trisomie, on a un CAV, donc shunt, mais il y a souvent une pathologie mitrale associée, il y a une apnée du sommeil souvent associée, pour dire que chez l'enfant, dans 20 à 30% des cas, même si on n'arrive pas à utiliser correctement cette classification, on a quand même pris le parti d'adhérer à la classification utilisée par les HTAPologues adultes, parce que grâce au traitement aujourd'hui, nos enfants deviennent des adolescents, puis de nouveau des jeunes adultes qui seront pris en charge par les équipes adultes, et il est très important qu'on parle le même langage, et lorsque l'on fait des études cliniques, thérapeutiques et de la recherche, eh bien, il faut qu'on utilise tous les mêmes classifications pour savoir de quoi on parle et ne pas multiplier les différentes classifications. Donc, juste pour vous dire qu'en 2011, il y avait une classification qui avait été utilisée, mais dorénavant, tous les cardiopédiatres sont d'accord pour utiliser plutôt la classification de Nice, bien que celle de Panama était beaucoup plus complète et répondait plus à notre pratique clinique, mais néanmoins, il faut parler le même sujet. Donc, je laisse ça. Alors, quelles sont les hypertensions qu'on rencontre beaucoup, nous, cardiopédiatres? Surtout le groupe 1, donc l'hypertension persistante du nouveau-né, on l'a vu. Les cardiopathies congénitales, bien entendu, c'est le plus gros de notre recrutement d'hypertension pulmonaire, soit parce qu'il y a un shunt et on va voir en fonction de ce shunt si les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées ou normales. Autrement dit, est-ce qu'il y a une HTAP qui va régresser une fois qu'on aura supprimé le shunt, ou est-ce que le shunt a déjà détérioré le lit artériolaire pulmonaire et qu'on a basculé dans l'HTAP fixé? On va voir ça plus en détail. Il y a l'hypertension qu'on appelait avant primitive, mais qui s'appelle dorénavant dans la nouvelle classification HTAP idiopathique, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte des artérioles pulmonaires sans qu'on en sache la cause. Le groupe 2, on va voir que les obstacles et les cardiopathies gauches représente un groupe non négligeable dans notre cohorte. Et le groupe 3 est un groupe qui augmente considérablement, puisque aujourd'hui les néonatologistes savent prendre en charge de mieux en mieux les prématurissimes, mais malheureusement, ces prématurissimes vont avoir des séquelles pulmonaires avec une bronchodysplasie qui, assez souvent, va se compliquer d'hypertension pulmonaire, et on va voir que ce groupe nécessite une approche très particulière pour tenter d'améliorer au mieux le pronostic de cette hypertension pulmonaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe 4 est exceptionnel chez l'enfant, mais peut-être est-il sous-estimé parce qu'il est probable, on le voit sur certaines biopsies pulmonaires, que des enfants font d'authentiques thrombies pulmonaires sans manifestation clinique d'embolie pulmonaire. Donc peut-être que le poumon d'un enfant qui est un peu plus élastique, un peu plus adaptatif, peut faire des embolies pulmonaires sans qu'il y ait de manifestation clinique d'embolie pulmonaire. Alors, notre expérience à Necker, le groupe 1, c'est 3/4 du recrutement des hypertensions pulmonaires. Ce n'est pas tout à fait actualisé, mais ça reste une proportion à peu près qui est celle-là. Donc, beaucoup de groupe 1, idiopathique, cardiopathie congénitale. Groupe 2, il est sous-estimé, il augmente un petit peu. Le groupe 3, qui était à 13%, est aujourd'hui à près de 20%. Donc, cette diapo mérite une actualisation. Et dans le groupe 5, nous avons, alors on a un petit peu un biais de recrutement à Necker parce qu'on a un gros service de greffe de moelle, et on a une population qui développe de l'hypertension pulmonaire au décours des greffes de moelle. Et là aussi, ça mérite d'être connu parce que cette pathologie, soit on la traite vite et bien et on guérit complètement les enfants, soit on ne la dépiste pas à temps et il y a un taux de mortalité extrêmement élevé. Donc, dans les registres pédiatriques, eh bien, ce groupe 3, il représente un nombre non négligeable, et il a tendance à croître dans toutes les cohortes décrites. Le cas particulier du nouveau-né, on est confronté à quoi en pratique? Lorsque on dépiste une hypertension pulmonaire chez un nouveau-né, la première chose à faire, c'est éliminer bien évidemment une cardiopathie congénitale. Une fois qu'on a éliminé la cardiopathie congénitale et surtout le retour veineux pulmonaire anormal total, et
ça semble évident, mais c'est mieux en le disant 2 fois qu'une, parce qu'on sait très bien que certains retours veineux pulmonaires anormaux ont pu traîner dans certaines réanimations, et même dans les meilleures réanimations, on a pu faire des diagnostics tardifs de retours veineux pulmonaires anormaux totaux. Donc, il faut absolument avoir cette obsession de se dire une hypertension artérielle pulmonaire qui ne réagit pas comme on le voudrait au traitement, il faut s'assurer qu'on n'est pas passé à côté d'un retour veineux pulmonaire anormal, soit total, soit miscellaneous, avec des veines un peu dans tous les sens. Si on est absolument certain qu'il n'y a pas de cardiopathie, il n'y a pas d'hyperdébit, il n'y a pas de retour veineux pulmonaire anormal, qu'il y a un cœur absolument normal d'architecture et de fonction, eh bien, on va évoquer en premier lieu l'hypertension artérielle persistante du nouveau-né. On va envoyer cet enfant en unité de soins intensifs ou en réanimation pour qu'il ait la meilleure prise en charge, la meilleure ventilation possible. Et en 3-4 jours, la situation doit s'améliorer. Les pressions pulmonaires doivent s'abaisser, voire se normaliser. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une hypertension persistante du nouveau-né et on bascule dans l'HTAP idiopathique ou anomalie structurelle du poumon, telle qu'une dysplasie alvéolo-capillaire ou une maladie veiно-occlusive, pour laquelle on aura une réponse grâce à la biopsie pulmonaire. Donc, notre attitude aujourd'hui à Necker est lorsque une hypertension persistante chez le nouveau-né résiste au traitement usuel au bout d'une semaine, eh bien, c'est qu'il ne s'agit pas d'une hypertension persistante du nouveau-né et on va assez facilement à la biopsie pulmonaire, car s'il s'agit d'une dysplasie alvéolo-capillaire ou d'une maladie veino-occlusive, on sait que tous nos traitements seront inefficaces et ça n'est pas la peine de poursuivre une réanimation et donner des espoirs, des faux espoirs aux parents si on est face à une pathologie gravissime non curable. Et enfin, et chez le nouveau-né, il peut y avoir les atteintes pulmonaires associées aux hernies diaphragmatiques ou aux pathologies chroniques respiratoires du prématuré. Lorsqu'une HTAP résiste au traitement, eh bien, comme je viens de vous le dire, il ne s'agit pas d'une HTAP persistante et on va chercher une cause beaucoup plus sévère dont je vous montre ici des exemples histologiques. Vous avez à gauche ce que j'appelle réversible. Pourquoi HTAP réversible? Eh bien, parce qu'on voit une artère ici coupée longitudinale satellite de la bronchiole respiratoire. Vous voyez ici la bronchiole. On a toujours une artère au contact de la bronche. Et cette artère est très musclée, mais avec des cellules endothéliales et une paroi bien régulière. Par opposition à cette artériole qu'on voit ici en coupe transverse, vous voyez très bien les limitantes élastiques externes et limitantes élastiques internes, avec la média entre les deux limitantes. Et vous voyez qu'au niveau de la couche intimale ou endothéliale, on n'a plus ces cellules toutes fines, on a une espèce de couche rosâtre là, qui est une fibrose intimale. Et cette fibrose intimale, attendez, je regarde juste parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Je dois juste m'assurer... Pardon, c'est pas les bonnes. Je ferme. Non, je n'arrive pas à fermer, mince. Voilà. Excusez-moi. Je reviens à mon histo. Donc, cette couche intimale, vous voyez qu'on comprend aisément qu'une artère qui a cette gangue fibreuse, eh bien, lorsqu'on va vouloir augmenter le débit, on a dit que le débit il augmentait grâce à une vasodilatation. Eh bien, cette artère, elle est incapable de se vasodilater. Et encore plus celle d'en dessous, vous voyez ici qu'il y a une gangue fibreuse partout, l'artère est musclée et là il y a des veines qui sont quasiment occluses avec une lumière de reperméabilisation. Et vous avez à gauche, en bas à gauche, ce qu'on appelle une dysplasie alvéolo-capillaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au contact d'une bronchiole, donc vous voyez ici en bas de l'écran la bronchiole festonnée, vous avez les artérioles satellites de la bronchiole, mais au contact des artérioles, vous avez des veines. Ça, c'est complètement inhabituel. On n'a jamais une veine au contact d'une artériole dans un poumon d'architecture normale. Et le fait d'avoir des veines au contact des artérioles, c'est que le réseau vasculaire ne s'est pas formé comme il aurait dû, et c'est ce qu'on appelle une dysplasie alvéolo-capillaire. Et dans le cas de la dysplasie alvéolo-capillaire ou de la maladie veino-occlusive, il s'agit d'une pathologie incurable et mortelle dans tous les cas. Donc, on va voir maintenant l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. Donc, dans les cardiopathies congénitales, soit j'ai un hyperdébit, c'est le cas des shunts gauche-droite,
soit j'ai un obstacle au niveau du cœur gauche et à ce moment-là, je vais avoir un retentissement au niveau des capillaires. Donc, on va tout de suite régler son compte aux hypertensions pulmonaires du groupe 2. Donc, dans l'HTAP post-capillaire, eh bien, on va avoir une augmentation des pressions dans l'oreillette gauche, dans les veines pulmonaires, dans les capillaires pulmonaires et donc dans l'artère pulmonaire, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en diastole, il y a une continuité parfaite entre l'artère pulmonaire dont la valve est fermée ici en diastole, hein, le sang est passé en systole, en diastole la valve se ferme et là j'ai le sang qui va circuler tranquillement jusqu'à la veine. Il n'y a pas de système valvulaire entre la veine et l'oreillette, donc tout ça c'est en continuité et comme la valve mitrale est ouverte, c'est en continuité également avec les pressions diastoliques du ventricule gauche. Donc, tout ce qui va augmenter mes pressions de remplissage du ventricule gauche, mes pressions dans l'oreillette gauche ou mes pressions dans les veines pulmonaires va obligatoirement avoir un retentissement d'amont. Qu'il s'agisse d'une sténose mitrale qui va faire barrage, pression dans l'oreillette gauche augmente, pression dans les veines pulmonaires augmente. Dans l'HTAP post-capillaire, il n'y a qu'un retentissement d'amont. Ça veut dire que l'artère pulmonaire en elle-même, elle n'est pas malade. Elle a juste une pression qui augmente parce qu'elle n'arrive pas à s'évacuer dans l'oreillette gauche. Donc, la pression augmente, mais ma fonction endothéliale, elle reste parfaitement saine. Donc, je n'ai jamais de lésions intimales, je n'ai jamais de fibrose intimale dans une HTAP post-capillaire. Et l'HTAP post-capillaire va toujours régresser une fois qu'on aura traité la cause. Si j'ai un rétrécissement mitral, je peux avoir une HTAP très sévère. Je peux avoir une hypertension pulmonaire isosystémique. Et cette hypertension pulmonaire isosystémique, il est bien évident que si je répare la mitrale, elle ne va pas se normaliser instantanément, ma pression pulmonaire. Mes artères pulmonaires qui sont très musclées, comme représentées sur cette lame histologique, vous comprenez bien qu'un muscle, il ne va pas se démuscler en 24 heures. Il va se démuscler en plusieurs jours, voire semaines. Donc, ces artérioles pulmonaires qui sont très musclées, à la moindre stimulation, elles vont se vasoconstricter avec un risque de crise hypertensive pulmonaire. Et ce sont des patients qui sont à très haut risque post-opératoire en termes de réactivité vasculaire pulmonaire, mais en revanche, si on manage bien ces patients, si on leur donne des vasodilatateurs, si on fait en sorte qu'il n'ait pas d'agression de leurs artérioles pulmonaires, eh bien, avec le temps, ces artérioles vont se démuscler et ils vont normaliser dans tous les cas leur pression pulmonaire. Donc, l'HTAP post-capillaire est toujours réversible, mais il y a un bémol, qui est que le post-opératoire n'est pas sans risque. Le post-opératoire, les crises d'HTAP peuvent survenir lorsqu'on va aspirer le patient, s'il a une infection pulmonaire, si on le déventile trop tôt, si la CEC a été extrêmement longue, s'il fait un embole, tous ces paramètres qui vont titiller l'endothélium vasculaire vont bien sûr avoir un retentissement sur les pressions pulmonaires. Mais si le patient est bien contrôlé et si on est mis en garde de ce risque d'HTAP, ce sont des patients qui vont normaliser leur pression dans tous les cas. Alors, qu'en est-il des shunts? Les shunts gauche-droite, eh bien, vont avoir un retentissement sur la circulation pulmonaire. Et plus on s'approche de l'artère pulmonaire en termes de shunt, plus les lésions vasculaires pulmonaires vont être précoces et sévères. Donc, en gros, si j'ai une communication interauriculaire, je vais avoir une augmentation du débit au niveau de mon oreillette droite, mais je vais avoir mon ventricule droit qui va jouer un rôle d'absorption de cette augmentation de volume et qui va envoyer le sang à pression normale dans l'artère pulmonaire pendant des années et des années. La CIA ne s'accompagne d'hypertension artérielle pulmonaire sévère qu'au bout de 15-20 ans. Ceci étant, lorsque l'on a une large CIA avec un hyperdébit, je trouve inutile de maintenir cet hyperdébit et d'augmenter un risque sur la circulation pulmonaire et sur l'hypervolémie et l'hyper-travail de ce ventricule droit pendant des décennies. Dans une communication interventriculaire, tout va dépendre de la taille et du rapport QP sur QS. Si j'ai une petite CIV et que les pressions pulmonaires ne sont pas élevées, eh bien, le retentissement sur mes artérioles pulmonaires va être relativement tardif, voire absent.
Si en revanche j'ai une large CIV avec égalité de pression, eh bien, je vais avoir un retentissement précoce et sévère sur mes artérioles pulmonaires, le large canal artériel encore plus et le tronc artériel commun encore plus. En gros, vous comprenez bien qu'il y a et l'hyperdébit, et en cas de chinte artérielle, il y a en plus des forces de cisaillement qui viennent taper sur l'endothélium et sur la paroi artériolaire et qui viennent détériorer plus vite et plus fort cette fonction endothéliale. Donc, dans un shunt, je vais augmenter mon débit, je vais avoir une redistribution vasculaire à cause du recrutement vasculaire et je vais donc tout faire pour limiter au maximum l'augmentation de pression suite à cette augmentation de volume. Donc, toujours mon système de ressort, eh bien, je vais avoir une augmentation de débit, je vais faire en sorte de vasodilater au maximum et de recruter le maximum d'artérioles pulmonaires de sorte à ce que mon diamètre global de mon poumon, mon diamètre artériolaire global de mon poumon, soit maximal, de sorte à ce que les résistances soient les plus basses possibles. Donc, j'ai mon shear stress qui vient ici sentir l'endothélium sans qu'il y ait une augmentation de débit. Je vous ai représenté en haut à droite sur l'écran la taille d'une cellule endothéliale. Vous voyez, c'est ce tout petit point violet qui apparaît en bordure de la lumière vasculaire. Et vous voyez que ces toutes petites cellules, eh bien, elles sont au contact de la lumière et dès que le flux sanguin est modifié, elles sentent ces forces de cisaillement être modifiées et elles vont mettre en route la fonction endothéliale de sorte à dire « Ok, je vois qu'il y a un hyperdébit. Moi, ma mission, c'est de maintenir une pression constante. Donc, je vais, sous l'effet de l'hyperdébit, diminuer mes résistances pour essayer de maintenir des pressions les moins élevées possibles. » Donc, tant que cet équilibre peut être maintenu, eh bien, on va avoir une libération des substances vasodilatatrices de sorte à limiter l'augmentation des pressions. Mais si j'ai un débit qui augmente et une pression élevée qui persiste trop longtemps, eh bien, je sais que dans les shunts artérielles notamment, je vais avoir une altération rapide de ma fonction endothéliale. Ce débit chez un nouveau-né, le débit, il est élevé. La fréquence cardiaque, elle est de l'ordre de 120, 130, 140 par minute. Et chaque battement, eh bien, j'ai ce flux qui vient taper sur mes cellules endothéliales et qui va finir par détériorer ma fonction endothéliale. Dans un premier temps, mon débit augmente, je baisse mes résistances. Puis, dans un deuxième temps, mes pressions, elles ont tendance à augmenter. Donc, mon artère, elle réagit en disant « Attention, la pression augmente, mais il faut absolument que ma tension pariétale ne soit pas modifiée. » Je vous ai rappelé ici la formule de la tension pariétale. Elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur. Donc, si j'ai une pression élevée, qu'est-ce qui fait mon vaisseau? Il va réagir en s'hypertrophiant. Donc, j'ai une hypertrophie de la média réactionnelle à l'augmentation de pression, de sorte à maintenir l'architecture vasculaire normale et éviter que cette artère devienne trop fine et anévrismale sous l'effet de l'hyperpression. Mais si je maintiens encore cet hyperdébit, la cellule endothéliale, elle dit hey, les gars, moi j'en peux plus, là ça fait des semaines que vous me demandez de vasodilater au maximum et de maintenir une pression et une tension pariétale constante, moi je n'y arrive plus. J'arrive à saturation, le burn-out de l'artériole pulmonaire. Et là, la cellule endothéliale, elle perd complètement son mécanisme de régulation et elle va devenir complètement, elle va changer de phénotype et elle va devenir prolifératrice et elle va proliférer, il va y avoir des cellules endothéliales qui changent complètement d'aspect et elles vont proliférer petit à petit pour obstruer la lumière vasculaire et surtout fabriquer cette fameuse gangue fibreuse que je vous ai montrée tout à l'heure qui fait que l'artère est figée et ne peut plus avoir cette vasoréactivité. Donc, ma dysfonction endothéliale, elle précède de loin les lésions vasculaires histologiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? La cellule endothéliale, là, quand elle arrive en burn-out, elle dit « moi, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à libérer l'ENO, la prostacycline, le DHF. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je vous ai dit que la cellule musculaire lisse, elle n'avait qu'une obsession, c'est de se contracter et proliférer. Tant que la cellule endothéliale est là pour dire « stop, ni tu prolifères, ni tu vasorelaxes parce que on doit absolument assurer
une pression la plus basse possible, et bien quand cette cellule endothéliale n'est plus capable d'assurer ça, qu'est-ce qui va se passer? Mes plaquettes vont venir s'agréger au contact de la lésion endothéliale. Je vous rappelle que le NO est anti-agrégant plaquettaire. Il n'y a plus de NO, il y a une lésion vasculaire. Les plaquettes, elles vont venir, elles vont libérer des substances vasoconstrictrices. Il n'y a plus d'effet antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses qui vont proliférer à outrance. Et il n'y a plus l'effet vasodilatateur. Donc, non seulement elles sont plus nombreuses, mais en plus, elles se contractent. Donc, en gros, on va arriver à une situation boule de neige où l'artériole va être très musclée, avec de la fibrose intimale, et donc incapable de réagir à l'augmentation de débit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a cette dysfonction endothéliale et qu'on fait un effort? On ne peut pas augmenter notre débit et on se retrouve en sub-OAP, ce qui explique la dyspnée d'effort des patients en hypertension pulmonaire. Donc, c'est très complexe, il y a la vasoréactivité bien sûr, mais il n'y a pas que la vasoréactivité, il y a l'inflammation qui entre en jeu, il y a la prolifération, et on sait que ces cellules, elles vont migrer, les cellules au niveau de la lumière, certaines cellules de la lignée sanguine, des progéniteurs, des cellules inflammatoires vont changer de phénotype et vont envahir la paroi, les plaquettes vont libérer des substances vasoconstrictrices, elles vont venir s'agréger, et cet agrégat plaquettaire va se transformer en fibrose intimale obstructive. Les cellules endothéliales changent de phénotype et comme la membrane basale, la limitante élastique, va être fractionnée, eh bien, ces cellules endothéliales vont aussi migrer dans la média et on va avoir un espèce de magma de cellules endothéliales, de myofibroblastes, de cellules musculaires lisses qui vont aboutir à cette artériole remaniée comme je vous le montre ici avec une gravité croissante. À gauche, j'ai juste une hypertrophie de la média, mais des cellules endothéliales qui sont encore saines. Et ça, c'est le mécanisme réactionnel adaptatif à l'augmentation de débit et de pression d'une artère pulmonaire. Si je supprime le shunt à ce stade-là, je sais que je vais normaliser mes pressions en quelques semaines. Si en revanche, ma lésion atteint le stade de fibrose intimale, voire de prolifération intimale quasi obstructive, eh bien, je sais que malheureusement, même si je supprime le shunt, les cellules vont continuer, ces artérioles vont continuer à progresser en termes d'hypertension pulmonaire avec un processus que l'on va détailler. Donc, en gros, la frontière entre HTAP réversible et irréversible, malheureusement, ce n'est pas une frontière visible, c'est une frontière extrêmement floue et il est très difficile pour nos cardiopédiatres de savoir si on est face à la situation de gauche où tous les paramètres sont au vert, c'est-à-dire j'ai une large CIV avec une cardiomégalie, une hypervascularisation pulmonaire, mes artérioles, je sais qu'elles sont encore saines et mon poumon est assimilé à une éponge végétale, c'est-à-dire que l'hyperdébit, le poumon, il est capable d'absorber cet hyperdébit parce que mes artérioles sont saines, ou alors est-ce que mon poumon est en train de passer de l'image schématique d'éponge un bloc de béton qui ne se laisse plus du tout franchir parce que les artérioles sont complètement occluses et que l'augmentation de débit va noyer le poumon parce que le ventricule droit n'arrivera pas à envoyer le sang dans ces artérioles qui sont complètement bouchées par de la fibrose intimale. Et malheureusement, cette frontière, elle n'est pas aussi nette que ça. Donc l'intérêt de la biopsie, c'est de savoir repérer s'il y a de la fibrose intimale, oui ou non. Et malheureusement, comme je vous le disais, la dysfonction endothéliale, elle précède de plusieurs mois, voire années, les lésions vasculaires. Et il est donc important de trouver des paramètres autres que la biopsie pulmonaire, qui est un geste très agressif chez un patient qui a de l'hypertension pulmonaire. On sait qu'endormir un patient pour lui faire une biopsie, c'est extrêmement dangereux. Donc, on va chercher des facteurs d'évolutivité. Et ces facteurs d'évolutivité, on sait que dans l'HTAP, eh bien, on sait voir au niveau des biopsies pulmonaires, et on a déterminé des facteurs qui permettent de dissocier l'HTAP réversible et l'HTAP irréversible, et notamment le facteur le plus discriminant, c'est celui-là qui est le BCL2, qui est un marqueur de résistance à l'apoptose. Donc, en gros, le mécanisme physiopathologique qui va passer de l'HTAP réversible à l'HTAP irréversible, c'est que les cellules endothéliales deviennent résistantes à l'apoptose. Je ne vous rappelle pas que l'apoptose est un mécanisme d'adaptation, de mort cellulaire programmée, mais qui est un mécanisme
de protection de la cellule endothéliale. Cette cellule endothéliale, tant qu'elle est capable d'apoptose, elle va savoir réguler et s'adapter à l'hyperdébit. Quand elle devient résistante à l'apoptose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va proliférer, c'est comme une cellule tumorale, c'est-à-dire qu'on va avoir une prolifération au sein de la lumière vasculaire et une obstruction progressive de la lumière du vaisseau. Ces lésions sont évolutives, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va d'abord avoir l'hypertrophie, puis ensuite la prolifération intimale, puis ensuite l'obstruction complète du vaisseau. Et le stade ultime, c'est ce que l'on appelle la lésion plexiforme, qu'on voit très rarement aujourd'hui. Donc la sévérité, dans les cardiopathies congénitales, la sévérité de l'HTAP va dépendre de la cardiopathie. Je me répète, mais l'enseignement est une succession de répétitions de sorte à faire passer les messages essentiels. L'HTAP post-capillaire, il y a une hypertrophie des veines, une hypertrophie des artères, mais les lésions sont toujours réversibles après cure de la cause. Si on lève la sténose mitrale, on aura une normalisation des pressions pulmonaires en quelques semaines. La CIV, eh bien, ça va dépendre, mais la large CIV avec égalité de pression, il faut absolument supprimer le shunt avant l'âge de 6 mois parce qu'on sait que les lésions vasculaires pulmonaires vont progresser. À partir de l'âge de 6 mois, il y a un très haut risque d'HTAP fixé. Et comme il y a une susceptibilité individuelle, ce n'est pas la peine de prendre des risques. On voit bien que la CIV reste large, qu'elle ne va pas se fermer spontanément et il faut absolument protéger le lit artériolaire pulmonaire de l'enfant. La transpo CIV, là aussi, on a des lésions extrêmement précoces et il est important de ne pas laisser évoluer la transpo parce que vous savez que dans une transpo CIV, on a tendance à dire on est moins pressé pour faire le switch. Certes, on est moins pressé pour faire le switch, mais en revanche, il faut faire attention de ne pas laisser une HTAP s'installer. Dans le canal atrioventriculaire complet, pareil, il faut absolument traiter avant l'âge de 6 mois. En général, on traite les enfants vers l'âge de 4 à 6 mois lorsqu'il y a une HTAP isosystémique. Quant à la CIA, bien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la CIA, il y a un phénomène d'hypervolémie, il y a une augmentation du volume, mais la pression ne va s'élever que très tardivement. Ceci étant, on sait qu'il y a des susceptibilités individuelles et certains enfants vont développer une HTAP bien plus précocement que cela, potentiellement à cause de facteurs génétiques. Donc on sait qu'il y a l'effet cardiopathie, mais il y a aussi l'effet patient. Et on sait qu'à débit pulmonaire égal et à cardiopathie égale, eh bien, il y a une susceptibilité individuelle. Il y a des patients qui, à 60 ans, ne vont pas développer une HTAP, très rare, mais il y a des cas décrits de CIV qui n'ont pas évolué vers l'HTAP chez des sujets adultes, alors que la CIV, normalement, entraîne une HTAP très précocement. Et la CIA, on sait que certains enfants vont développer une HTAP avec une large CIA, alors que normalement, il est décrit que c'est plutôt chez l'adulte. Donc, il y a une susceptibilité individuelle, probablement génétique. Depuis une quinzaine d'années, la génétique a bien évolué dans le terme de l'HTAP et plus précisément ces dernières années où on a découvert énormément de gènes. Le premier qui avait été décrit, c'est le gène BMPR2, c'est-à-dire que c'est une mutation du récepteur 2 de la protéine BMP pour bone morphogénique protéine, qui est un récepteur de la superfamille des TGF-bêta. On trouve cette mutation BMPR2 chez 70% des HTAP familiales et chez 20 à 30% des HTAP idiopathiques. Il y a d'autres gènes qui ont été identifiés, le gène de la maladie de Ranvier-Hausler, ALK1 ou ACLB1, les mutations de la maladie véno-occlusive pulmonaire, la mutation TBX, et on sait que chez l'enfant et chez l'adulte, la répartition des gènes n'est pas tout à fait la même. Donc, en 2020, beaucoup de gènes ont été identifiés. Vous voyez que par rapport entre 1998 et 2018, eh bien, sur chacun des congrès mondiaux, les publications de génétique ont fait d'énormes progrès. Et on est loin d'avoir découvert l'ensemble des gènes. Et il est très probable que ce que l'on appelle aujourd'hui HTAP idiopathique soit des HTAP pour lesquels les gènes n'ont pas encore été identifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la susceptibilité individuelle des patients qui ont une cardiopathie congénitale? Eh bien, il y a probablement une série de malchances, c'est-à-dire qu'on a un terrain prédisposé par la génétique et un événement surajouté, tel qu'un QP sur QS augmenté, qui fait que certains enfants vont développer une HTAP précocement
et d'autres beaucoup plus tardivement, de même que cette prédisposition génétique fait que certains patients qui vont prendre des anorexigènes vont développer de l'HTAP et d'autres non. Heureusement que ce n'est pas 100% des patients qui le développent. Et eh bien, il y a probablement un facteur prédisposant à l'hypertension pulmonaire, puisqu'on sait que dans la mutation BMPR2, 90% des patients ne développeront pas d'hypertension pulmonaire ou certains vont le développer plus tardivement. Donc, c'est une succession d'accidents qui vont aboutir, qui va aboutir à une hypertension pulmonaire. Alors, quel est le lien entre ce récepteur BMPR2 et le vaisseau pulmonaire? Eh bien, la molécule BMP agit un peu comme le NO, c'est-à-dire qu'elle inhibe la prolifération des cellules musculaires lisses, elle active l'apoptose et elle régule, tout comme on l'a vu tout à l'heure, cette adaptation et cet équilibre entre la cellule endothéliale et la cellule musculaire lisse. Si bien que lorsque j'ai une augmentation de débit, eh bien, ma molécule BMP, elle va permettre de réguler ce qui se passe au niveau de la couche de la média, des cellules musculaires lisses de la média, avec un effet paracrine antiprolifératif, pro-apoptotique, et qui permet de réguler et d'assurer l'équilibre et la survie des cellules endothéliales. Si j'ai un défaut de ce récepteur, eh bien, l'effet protecteur de cette molécule BMP ne peut plus être exercé et on a un peu comme dans la dysfonction endothéliale qu'on a vu dans les cardiopathies congénitales, une prolifération et un effet sur les cellules endothéliales. Donc, la séquence évolutive qu'on a imaginée, qu'on a pu construire grâce à ces études histologiques et au suivi longitudinal que nous, cardiopédiatres, nous avons, tous les patients, tous les médecins qui s'occupent d'HTAP voient les patients en bout de ligne une fois qu'ils ont des symptômes, donc une fois que la maladie est très évoluée, alors que nous, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir suivre l'évolutivité dans les cardiopathies congénitales et voir comment cet HTAP vient s'installer. Donc, l'idée, c'est probablement qu'on a un facteur prédisposant. On a ce shear stress ou force de cisaillement qui vient agir sur les cellules endothéliales. Nos cellules endothéliales, elles se protègent en entrant en apoptose. Cette entrée en apoptose des cellules endothéliales aboutit à la prolifération des cellules musculaires lisses. Je vous rappelle que c'est un effet, là encore, adaptatif et protecteur pour maintenir une tension pariétale constante. Et si j'agis à ce stade-là, suppression du shunt égale guérison. Si en revanche, je laisse le shunt évoluer et dépasser cette phase d'adaptation et que je rentre dans la phase où la cellule endothéliale ne peut plus assurer cette mission, eh bien, elle va devenir résistante à l'apoptose, ce qui signifie qu'il va y avoir une émergence d'un clone de cellules endothéliales immortalisées qui va proliférer pour son propre compte, quoi qu'on fasse. Et si on supprime le shunt à ce stade, notre cellule, elle est pseudo-tumorale et elle va continuer à proliférer et à obstruer la lumière vasculaire. Donc, soit j'ai une artère, certes très musclée, mais avec une couche intimale bien préservée comme à gauche, je supprime le shunt, il va guérir. Soit j'ai une artère comme à droite avec de l'expression BCL2, et là, je sais que si je supprime le shunt à ce stade-là, de toutes les façons, ce processus pseudo-tumoral, intraparenchymateux pulmonaire, intravasculaire pulmonaire, va continuer à évoluer. Donc, tout cela, c'est une biopsie pulmonaire, et je vous le disais tout à l'heure, c'est un facteur extrêmement agressif, la biopsie pulmonaire. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir un paramètre circulant pour dire qu'on est à un stade avancé de la maladie? Et on sait que ces proliférations de cellules endothéliales, elles ont tendance à se décrocher de la lumière, dans la lumière, et on va essayer de trouver des cellules endothéliales dans le sang circulant et voir s'il y a des progéniteurs, puisque les progéniteurs sont des cellules qui sont recrutées de la moelle osseuse pour venir réparer les lésions endothéliales. Et on va voir, en fonction de notre équilibre entre progéniteurs endothéliaux et cellules endothéliales circulantes, si on est dans un processus plutôt de réparation vasculaire ou plutôt de lésion vasculaire évolutive. Et on a montré que les cellules endothéliales circulantes étaient très augmentées dans l'HTAP irréversible et dans l'HTAP idiopathique, alors qu'elles étaient très basses dans l'HTAP réversible. Donc, ça nous permettait d'avoir un marqueur d'évolutivité circulant sans avoir à avoir recours à la biopsie pulmonaire. Donc, pour éviter l'évolution vers ce qu'on appelle l'Eisenmenger, l'Eisenmenger, vous en avez entendu parler, c'est l'évolution de l'HTAP à un stade tellement évolué que les résistances vasculaires pulmonaires deviennent suprasystémiques et que le shunt s'inverse. Donc, tout shunt avec cyanose
qu'on a laissé évoluer vers une cyanose, c'est qu'on a très mal œuvré et qu'on a laissé l'HTAP évoluer à un stade suprasystémique avec des lésions vasculaires pulmonaires extrêmement évoluées. Donc, il faut absolument éviter cette évolution grâce à un dépistage précoce des cardiopathies et à une suppression des shunts le plus tôt possible. La clinique de l'HTAP, pourquoi est-ce que l'hypertension pulmonaire non associée aux cardiopathies congénitales a un diagnostic très tardif, et lorsqu'on fait le diagnostic, c'est qu'on est déjà à un stade très évolué de la maladie, eh bien c'est parce que la symptomatologie est extrêmement aspécifique. La douleur thoracique chez l'enfant, elle passe souvent inaperçue. L'essoufflement, eh bien, ce sont des enfants qui sont souvent taxés d'un peu feignants. Les parents vous disent « Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'aime pas monter les escaliers. Il réclame souvent les bras. » Donc, si on n'est pas un petit peu vigilant et à l'écoute de ces enfants, on passe très facilement à côté du diagnostic. Et lorsque on récupère ces enfants plusieurs mois après le début de la symptomatologie, eh bien, on retrouve effectivement, les parents vous décrivent un enfant qui réclamait souvent les bras, qui se fatiguait souvent, qui refusait de jouer. Et si on va très loin dans l'évolutivité de la maladie, eh bien, on va avoir un hypocratisme digital. Et s'il y a une cardiopathie sous-jacente, en revanche, en général, le diagnostic d'HTAP est beaucoup plus précoce. Les signes électriques, eh bien, un axe droit, là encore, mais qui fait un électro aujourd'hui. On a l'écho plus facile que l'électro, mais l'électro apporte quand même un renseignement qui est non négligeable. La radio de thorax, eh bien, ça va dépendre. Si on est face à une HTAP idiopathique, on va avoir une AP dilatée avec une vascularisation très pauvre en périphérie. Si en revanche, on est face à un shunt, eh bien, on va avoir une AP dilatée avec une vascularisation riche. Donc, tout va dépendre de l'étiologie. La radio de gauche vous montre un poumon clair, un cœur qui n'est pas augmenté de volume, un arc moyen qui est franchement convexe, et on voit que les artères en coupe au niveau périhilaire sont anormalement visibles, mais en périphérie, en revanche, on ne voit pas les artères, alors qu'à droite, on a une cardiomégalie, un arc moyen convexe et une hypervascularisation qui correspond à un shunt gauche-droite. Le diagnostic d'hypertension pulmonaire chez l'enfant, il est très largement échographique. L'échographie permet d'avoir des signes directs d'hypertension pulmonaire grâce aux mesures des pressions sur le fluidité et sur le flux d'insuffisance pulmonaire. On en a toujours dans l'hypertension, il faut juste être patient et chercher le flux pulmonaire tant en systole qu'en diastole et s'évertuer à trouver une fuite tricuspide. On va pouvoir avoir des signes indirects que sont la courbure septale, soit aplatie dans l'HTAP isosystémique, soit inversée dans l'HTAP suprasystémique, et des signes indirects d'hypertrophie du ventricule droit qui s'adaptent à cette hypertension pulmonaire. Et bien entendu, l'écho, en cas de cardiopathie, va poser le diagnostic de la cardiopathie. Le KT est indispensable au moment du diagnostic, en dehors des shunts gauche-droit évidents, avec tous les paramètres au vert qui signalent que les résistances sont basses. En cas d'HTAP idiopathique, il faut impérativement faire un KT pour faire non pas le diagnostic qui est fait par l'écho, mais pour préciser des choses essentielles que sont les résistances vasculaires pulmonaires et surtout les tests de réactivité pharmacologique qui vont permettre de dire si on est face à une HTAP réversible ou non. Le diagnostic étiologique, eh bien, en l'absence de cardiopathie, on va faire tout un screening, scanner thoracique à la recherche d'une pathologie respiratoire sous-jacente, échographie abdominale à la recherche d'un shunt porte-cave, et selon la clinique, on va orienter, s'il y a des épistaxis à répétition, on va rechercher une maladie de Randu-Osler, donc on demandera un examen ORL si l'enfant signale ou les parents signalent des épistaxis, soit personnels, soit familiaux. L'examen dermatologique en fonction des signes cliniques. À chaque fois qu'on a fait un screening immunologique à la recherche d'une maladie de système de lupus, ça a de très mauvais rendements s'il n'y a pas d'argument clinique. Et le bilan génétique, en revanche, on le fait systématiquement devant tout HTAP idiopathique, bien entendu, après accord de la famille, mais il est exceptionnel que la famille vous dise non parce qu'il est quand même important et ça a un impact pronostic puisqu'on sait que lorsqu'il y a une mutation, on ne va pas prendre en charge de la même manière l'HTAP. Petit mot à part pour le groupe 3. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce groupe 3 a augmenté considérablement, c'est l'HTAP, l'hypertension, pardon, j'ai une déformation, l'hypertension pulmonaire liée à une pathologie respiratoire. En premier lieu, la bronchodysplasie pulmonaire qui est devenue extrêmement fréquente du fait du gros nombre de patients qui naissent prématurés et qui survivent à cette prématurité. Il y a une part d'hypoxie indéniable, donc elle est très souvent sous-estimée. Ce sont des enfants qui sont souvent en réanimation,
ou en soins intensifs, ils sont donc monitorés, ils ont un saturomètre en permanence. Donc, lorsque vous dites, vous, cardiopédiatre, il faut absolument avoir une mesure de la saturation en continu, on vous rit un peu au nez puisqu'on vous dit, mais l'enfant est en réa, on a sa saturation sous les yeux en permanence et cet enfant, je vous garantis qu'il ne désature pas. Il faut absolument que vous soyez persuasif, car même si au scope, on ne voit pas la désaturation, lorsque l'on fait un enregistrement continu, on s'aperçoit que ce sont des enfants qui font des petits pics de désaturation extrêmement brefs, mais suffisants pour stimuler ces artérioles pulmonaires. Souvenez-vous de l'aspect d'une artériole fétale, un nouveau-né, il a des artérioles musclées. Donc, si je stimule de façon même très brève ces artérioles par des désaturations répétées et fréquentes dans la journée, eh bien, je vais empêcher ces artérioles de se démuscler et elles vont rester réactives en permanence. Donc, il faut absolument, avant de sevrer d'oxygène ces enfants qui ont une bronchodysplasie, il faut impérativement s'assurer de l'absence de désaturation et s'assurer de l'absence d'hypertension pulmonaire par une échographie avant la sortie. Donc, ce petit schéma pour vous montrer que quand on fait de la musculation, eh bien, nos muscles vont mettre un certain temps avant d'être aussi élaborés que l'image de ce bodybuilding. Mais en revanche, pour se démuscler, eh bien, il va falloir aussi un certain temps. Donc, si cette artère, elle est sollicitée en permanence, même de façon très brève, mais quotidienne, eh bien, elle ne pourra pas se démuscler et on ne pourra pas avoir une adaptation postnatale. Et dès que cet enfant va faire une infection, va avoir une aspiration ou va être opéré, il va être à très haut risque d'hypertension pulmonaire. Et comment est-ce qu'on a appris à déceler cette pathologie? Eh bien, on a tous l'expérience de certains enfants nés prématurés, qui ont quitté la réanimation en super forme, sans désaturation, qui sont rentrés à la maison et qui reviennent en catastrophe à l'âge de 6 ou 8 mois pour mourir en réanimation d'HTAP extrêmement sévère et ne réagissant à aucun traitement. Et en fait, l'histoire, c'est que ces enfants sont sortis avec des artérioles musclées, avec probablement des épisodes de désaturation qui sont passés inaperçus, et à l'occasion d'une infection, eh bien, ils vont faire une HTAP qu'on ne saura pas maîtriser. Donc, très important de bien monitorer ces enfants avant la sortie de l'hôpital et avant le sevrage trop précoce en oxygène. Quelles sont les indications de cathétérisme chez ces enfants? Eh bien, très rares en fait. Très rares si on a bien maintenu l'oxygène aussi longtemps qu'il le fallait. Il y a certains enfants qui sont sous oxygène jusqu'à l'âge de 2, 3, 4 ans dans des bronchodysplasies, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et ces poumons qui n'ont pas maturé in utero n'ont pas fini de maturer en réanimation non plus, et on sait qu'il leur faut un certain nombre de temps et on sait que le postnatal est capital et qu'il y a encore un potentiel de maturation et de croissance de ces poumons, et il faut leur donner toutes les chances de maturer et de croître, et ce, grâce à une bonne oxygénation. Donc, il faut absolument maintenir l'oxygène tant que l'on n'a pas obtenu une saturation en oxygène supérieure à 95%, plus de 95% du temps. Et faire une écho pour être sûr que les pressions sont normales, et on ne fera le cathé que si les pressions pulmonaires sont élevées, alors que l'oxymétrie a prouvé l'absence de désaturation. Là, on fera un cathé pour être sûr qu'il n'y a pas une autre cause à cette hypertension pulmonaire. Quelles sont les complications de l'hypertension pulmonaire? Les patients, ils meurent d'hémoptysie, ils meurent de défaillance droite, ils meurent de troubles du rythme. Et tout ça, c'est la conséquence d'une HTAP évolutive avec une souffrance ventriculaire droite. Les interventions cardiaques ou extracardiaques sont à très haut risque chez ces patients. Et avant l'ère des traitements, le pronostic était effroyable. Aujourd'hui, on a des traitements qui ont considérablement amélioré le pronostic. Les recommandations aujourd'hui sont de corriger les carences martiales chez ces patients, d'éviter les sports violents, de vacciner contre le VRS, le pneumocoque, la grippe et le Covid dans les nouvelles recommandations. L'altitude est à très haut risque, il y a de la vasoconstriction à plus de 1500 mètres, donc il ne faut absolument pas aller en altitude quand on a de l'hypertension pulmonaire. Et se méfier de la contraception et de bien la prescrire et bien prévenir des énormes risques de la grossesse en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et vous avez vu le cours avec Magali Ladouceur précédemment.
On va aborder le traitement de l'hypertension pulmonaire. Donc, depuis les années 2000, on dispose d'un petit arsenal thérapeutique. Le traitement symptomatique, l'oxygène, c'est vraiment très rare, sauf en cas de désaturation. Le traitement par AVK, pas de recommandation chez l'enfant ni dans l'Eisenmenger. Et la supplémentation martiale, absolument nécessaire. Les inhibiteurs calciques, eh bien, ils ne vont être recommandés dans l'hypertension pulmonaire que chez les patients répondeurs, c'est-à-dire, c'est quoi la définition d'un répondeur? C'est le patient chez lequel le KT a montré une réactivité dépression, une baisse des pressions de plus de 10 mm de mercure pour passer en deçà de 40 mm de mercure. Les seuls patients bénéficiant d'inhibiteurs calciques sont les répondeurs et c'est une infime minorité de nos cohortes de patients HTAP, 5% chez l'enfant, 5 à 10% chez l'adulte. Les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, l'ENO, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5 et les prostacyclines qu'on va détailler. Donc, les traitements vasodilatateurs, eh bien, en fait, c'est tout le développement et toute la compréhension des mécanismes endothéliaux qui ont abouti au développement thérapeutique. Dès les années 90, les prostacyclines étaient données à visée thérapeutique. Le NO a été développé dans les années 92 à peu près. L'endothéline a été, les bloqueurs des récepteurs de l'endothéline, les anti-ETA et ETB, le bosantan a été le premier traitement PEROS à être donné dans l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est cette découverte de la fonction endothéliale qui aboutit aux 3 classes thérapeutiques que l'on utilise aujourd'hui dans l'hypertension pulmonaire. On a détaillé l'apport du NO, je vais très vite, c'est un gaz, donc il est sa demi-vie est extrêmement courte, donc on utilise le NO que dans des situations très aiguës, telles que la réanimation, les crises d'HTAP post-opératoire, et ça a modifié considérablement le pronostic dans la prise en charge post-opératoire des cardiopathies. Avant l'ère du NO, on avait 50% de la mortalité post-opératoire en chirurgie cardiaque qui était liée aux crises d'HTAP. Aujourd'hui, on ne meurt plus de crises d'HTAP dans le post-opératoire de chirurgie cardiaque grâce au NO et à la bonne ventilation. Les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, donc le bosantan a été développé dans les années 2000. Il bloque, le principe, c'est de bloquer l'effet vasoconstricteur de l'endothéline en bloquant des récepteurs ETA et ETB de l'endothéline. Les inhibiteurs des phosphodiesterase, année 2008, l'apport du sildenafil au départ, c'est quoi le principe? C'est d'éviter la dégradation du GMP cyclique. Et je vous rappelle que le GMP cyclique, c'est le second messager du NO qui favorise la recapture du calcium par le sarcolème et aboutit à la vasorelaxation. Le fait d'empêcher la dégradation du GMP cyclique fait perdurer l'effet du NO. Donc, au départ, on a utilisé les inhibiteurs des phosphodiesterase, autrement dit le Viagra, à visée purement post-opératoire en fait, et on se disait les patients qu'on n'arrive pas à sevrer du NO, et parce que beaucoup de patients qui étaient sous NO ne pouvaient pas être sevrés parce qu'on sait très bien que quand on arrête le NO, on a un effet rebond de l'HTAP par sécrétion d'endothéline. Donc, on s'est dit, pour éviter ça, ce qu'on va faire, on va mimer l'effet du NO, on va bloquer la dégradation du GMP cyclique par le Viagra et on s'est aperçu qu'on a pu ainsi sevrer de la ventilation et du NO des enfants qui étaient dépendants depuis des semaines. Et finalement, il s'est avéré que, indépendamment de l'effet prolongateur du NO, eh bien, ça a un effet bénéfique en soi, ces inhibiteurs des phosphodiesterase. Les recommandations aujourd'hui, donc, lorsqu'on a de l'hypertension, on va adresser un centre expert. On voit si on a besoin des mesures de traitement symptomatique et on fait tout de suite un KT qui est le gold standard du diagnostic et avant toute initiation thérapeutique, il faut absolument faire ce KT avec les tests de réactivité. Soit on est réactif et on va bénéficier des inhibiteurs calciques, il faut absolument contrôler ces patients et s'assurer qu'ils restent bien contrôlés avec les inhibiteurs calciques. Si c'est le cas, on maintient le traitement et il y a des patients qui sont guéris sous inhibiteurs calciques depuis des années. Et si l'effet n'est pas maintenu, on va répéter un KT et on verra si on passe dans la classe des non-répondeurs. Donc, si le test de réactivité est négatif, soit le patient est considéré à bas risque sur l'échelle clinique, paraclinique, et à ce moment-là, on va de plus en plus considérer une bithérapie orale, c'est-à-dire
bloquer les récepteurs de l'endothéline et activer et donner la phosphodiesterase de type 5, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, ou alors le patient est grave et on va d'emblée donner des prostacyclines en plus de la bithérapie orale. Et dans tous les cas, il faut absolument évaluer régulièrement les patients pour voir si l'effet bénéfique du traitement est présent, oui ou non, et s'il se poursuit, oui ou non. Donc, il faut évaluer cliniquement et en aucun cas, on ne modifiera un traitement sans avoir refait une évaluation hémodynamique au préalable. Si le patient ne s'améliore pas, reste très grave, eh bien, les options, on n'en a pas beaucoup, c'est la transplantation pulmonaire ou transformer la physiologie d'HTAP idiopathique en Eisenmenger, en créant ce qu'on appelle un shunt, soit de POTS, soit l'étage atrial. Mais chez l'enfant, nous, on fait bithérapie orale quand il va bien, trithérapie quand il va mal, et s'il se détériore sous trithérapie, on va proposer l'anastomose de POTS avant la transplantation. C'est quoi l'anastomose de POTS? Eh bien, c'est créer, comme je vous le disais, une physiologie d'Eisenmenger en créant l'équivalent d'un large canal artériel, c'est-à-dire qu'on va créer une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte descendante. Et anatomiquement, ces deux vaisseaux sont proches l'un de l'autre. Vous voyez ici l'artère sur le scanner, vous avez l'artère pulmonaire gauche qui est directement au contact de l'aorte thoracique descendante et le chirurgien va créer une large anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte, si bien que tout le sang qui n'arrivera pas à aller dans l'artère pulmonaire parce que les artères sont occluses, notamment lors d'une augmentation de débit ou d'un effort, eh bien, ce sang qui n'arrive pas à aller dans les artères pulmonaires va aller dans l'aorte descendante, certes au prix d'une cyanose des pieds, mais au moins le ventricule droit ne se retrouvera pas confronté à des résistances suprasystémiques et c'est ce qui conduit à la mort des patients. C'est quand le ventricule droit n'arrive plus à éjecter, il va se mettre en défaillance ventriculaire droite, trouble du rythme et mort. Donc, pour préserver ce ventricule droit, on crée une anastomose de POTS pour décharger le ventricule droit en cas d'incapacité, notamment lorsque notre débit doit augmenter. Eh bien, pour éviter que le ventricule droit se trouve confronté à des résistances suprasystémiques, on crée cette anastomose. On a publié sur le POTS chirurgical et le POTS chirurgical est nettement supérieur au POTS percutané qui a été fait par certaines équipes, mais dans notre expérience, le POTS percutané fait nettement moins bien que le POTS chirurgical. Donc, grâce à tous ces traitements, on a une nettement meilleure survie aujourd'hui qu'hier, mais les patients continuent à mourir parce qu'on n'a pas de traitement efficace. Et vous voyez que plus on traite un patient en classe fonctionnelle 1-2, meilleur sera le pronostic. Si on les traite à un stade où ils sont déjà très avancés, on n'est pas du tout efficace avec nos traitements. Donc, on a amélioré la survie, on a amélioré la qualité de vie avec nos traitements, mais on ne les a pas guéris. On voit qu'on a moins de morts, certes, puisque vous voyez que le taux de survie sur les patients qui sont en trithérapie à Necker, notre cohorte, couplée à une cohorte aussi du Canada et des États-Unis et d'Espagne. On a fait une étude multicentrique qui montre qu'on a tous à peu près la même expérience avec une très bonne survie, puisqu'on a 85% de survie à 5 ans, alors que le pronostic d'un enfant qui avait de l'HTAP avant l'ère des traitements, c'était 10 mois en moyenne de survie. En revanche, certes, ils survivent, mais il y a quand même des accidents. Les event-free, sans le fait de survivre, ne signifie pas que ces patients n'ont pas eu des hospitalisations, n'ont pas eu à changer de classe thérapeutique ou à avoir une anastomose de POTS. Donc, les objectifs thérapeutiques, on doit tout faire pour être dans le vert, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir du tout de signe de défaillance droite. Il ne doit pas y avoir de progression des symptômes avec notre traitement. On doit faire disparaître les syncopes. Il doit y avoir une bonne croissance. Le patient doit s'évertuer à les mettre en classe fonctionnelle 1-2, dont on sait que la survie est nettement meilleure. Le taux de NT-proBNP ou de PNP doit être le plus bas possible.
Les paramètres échographiques doivent être au vert, là encore, avec une bonne fonction ventriculaire droite et pas d'épanchement. Et les caractères hémodynamiques doivent aussi être préservés. Il faut absolument, on a tendance à ne pas vouloir embêter les enfants avec des cathés répétés. Bien entendu, on ne fait pas comme chez l'adulte un cathé tous les 6 mois, mais il faut de temps en temps évaluer pour être sûr qu'on est bien dans les paramètres au vert, c'est-à-dire qu'on a bien un index cardiaque préservé et qu'on a bien des résistances qui baissent sous traitement. Donc, on a aussi des paramètres de suivi qu'on utilise à Necker, mais ça n'est pas encore en routine, c'est-à-dire qu'il y a le BNP et il y a aussi les cellules endothéliales circulantes, et on s'est aperçu qu'on fait bien baisser les cellules endothéliales circulantes lorsqu'on est efficace avec notre traitement. Qu'en est-il des progéniteurs endothéliaux? Je vous ai dit que les progéniteurs, c'était des cellules qui étaient recrutées de la moelle osseuse pour soigner, pour venir traiter la dysfonction endothéliale, et on s'aperçoit que les patients qui sont traités avec des prostanoïdes dans notre cohorte, eh bien, ils développent et ils ont beaucoup plus de progéniteurs endothéliaux, comme si ces progéniteurs, dont on pense que la vertu est de réparer le vaisseau, eh bien, on s'est demandé quel était l'effet bénéfique potentiel de ces progéniteurs, et on a regardé en faisant une expérience chez des souris, en ligaturant l'artère fémorale de ces souris. On a injecté du PBS et on voit que ça n'a aucun effet. Quand on injecte du sang de cordon qui contient des progéniteurs, on voit qu'on reperméabilise le membre de cette souris. Si on injecte du sérum de patients traités par bithérapie orale, on a le même effet que le sang de cordon. En revanche, si on injecte le sang de patients traités par trithérapie, eh bien, vous voyez que la reperméabilisation du membre inférieur de cette souris est nettement meilleure, qui laisse penser que ces progéniteurs auraient effectivement une vertu de reperméabilisation ou de recréation de ces vaisseaux occlus. Il s'agit d'une maladie très grave malgré tous les traitements actuels. On ne guérit pas cette maladie. Donc, il est très important de développer des nouvelles voies thérapeutiques autre que le simple effet d'agir sur la vasoréactivité, sur la fonction endothéliale de ces patients. Donc, il faut absolument continuer tous les travaux de recherche sur la génétique, sur le process inflammatoire, sur ces progéniteurs dont la littérature est très mitigée quant à l'effet bénéfique ou délétère de ces progéniteurs et à l'effet métabolique. Donc, la voie de la génétique, on sait aujourd'hui que la thérapie génique va pouvoir nous aider dans le traitement de l'HTAP, c'est indiscutable. Et on sait malheureusement que quand on trouve une mutation génétique, eh bien, le pronostic est bien moins bon, surtout dans les BMPR2 et la maladie de Randu-Osler. Donc, la génétique et les cibles thérapeutiques de demain, eh bien, augmenter le signal de la protéine BMP en recréant une susceptibilité du récepteur, eh bien, c'est évident que dans les prochaines années, on va savoir recréer des molécules qui ne sont pas synthétisées à cause d'une mutation génétique. Le rôle de l'inflammation, il est évident, on voit sur toutes les biopsies pulmonaires d'HTAP qu'il y a un infiltrat inflammatoire très important et le rôle de l'inflammation a également été montré essentiellement au départ dans les maladies de système, mais on sait qu'indépendamment des maladies de système, dans l'HTAP idiopathique, il y a une altération du process inflammatoire avec l'interféron qui est modifié, l'interleukine, les macrophages, les lymphocytes killers et dans ce domaine de l'inflammation, il y a également beaucoup de recherches sur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des lymphocytes T, des CAR T-cells. Ce sont des cellules que l'on va domestiquer pour aller détruire une cellule particulière et que l'on va utiliser en cancéro et probablement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce processus pseudo-tumoral qu'on observe dans l'HTAP, c'est un peu comme dans les tumeurs, l'histoire de résistance à l'apoptose, eh bien, on saura probablement traiter et les cancers et l'HTAP par tous ces développements de nouvelles thérapeutiques.
Les progéniteurs, bien, je vous ai dit l'effet un peu particulier et mitigé dans la littérature. Les exomes, ce sont des toutes petites particules dont on est capable de faire véhiculer certaines molécules manquantes. Et là aussi, on va rééquilibrer le process inflammatoire et prolifératif grâce à ces exomes. Et on recrée la balance justement entre pro-inflammatoire, anti-inflammatoire et on retransforme l'effet bénéfique des macrophages avec l'arrivée et le rééquilibrage de tout ce process inflammatoire. Donc la recherche évolue beaucoup ces derniers temps et l'idée c'est bien entendu, on sait comment ça se passe de HTAP réversible à HTAP irréversible. Ce qu'il nous faut maintenant comprendre, c'est si on est capable de bien disséquer tout ce process qui permet d'aboutir à ces lésions, eh bien, on saura forcément le refaire dans le sens inverse. Et lorsqu'on saura transformer une cellule apoptotique de résistance à l'apoptose en cellule apoptotique, eh bien, là encore, on aura le prix Nobel parce qu'on saura traiter le cancer et on saura traiter beaucoup, beaucoup de maladies. Donc, la note d'espoir en conclusion, c'est que la meilleure compréhension des mécanismes permet le développement de thérapeutiques, qu'on a considérablement prolongé la survie et la qualité de vie de ces patients et qu'on les inscrit beaucoup moins sur liste de transplantation, mais en aucun cas on ne sait traiter cette maladie aujourd'hui. La transplantation pulmonaire chez l'enfant, il ne faut pas se leurrer, il y a très peu de greffons et en plus la qualité de vie qu'on donne à ces enfants greffés n'est pas excellente. La greffe pulmonaire, c'est bien plus compliqué que la greffe cardiaque. Il y a beaucoup plus de rejets. La survie à 5 ans n'est que de 60% dans la transplantation pulmonaire. Et on estime, nous, cardiopédiatres, que le POTS, certes, est une chirurgie à risque. Il y a environ 20% de mortalité du POTS, mais cette mortalité était accrue au début de notre expérience parce qu'on faisait des POTS à des patients qui avaient une altération considérable de leur fonction ventriculaire droite, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à proposer le POTS bien plus tôt et il nous semblerait que la mortalité dans ces formes opérées plus tôt à un stade où le ventricule droit est moins détérioré, la mortalité serait moindre. Et lorsque l'on survit à cette chirurgie, eh bien, les enfants vont bien mieux, avec une qualité de vie nettement meilleure qu'en transplantation. En général, on arrive à les sevrer des prostanoïdes. Je ne suis pas sûre qu'on fasse bien, mais en tout cas, même ceux qu'on a sevrés des prostanoïdes et qu'on maintient sous bithérapie orale, on a un assez long recul maintenant avec des enfants qu'on a pu amener à l'âge adulte avec leurs POTS. Après, les interrogations, c'est est-ce qu'on pourra transplanter ces patients lorsque le POTS sera insuffisant et quel est l'effet d'un POTS sur du très long terme puisqu'on crée quand même une désaturation de la partie inférieure du corps, mais avec le recul que nous avons aujourd'hui, on n'a pas eu d'insuffisance rénale, on n'a pas eu de détérioration systémique avec le POTS et il y a eu des transplantations de patients, donc techniquement, on peut transplanter même un patient qui a eu un POTS à condition que ce soit fait dans des équipes chirurgicales qui ont parfaitement l'habitude des chirurgies, des cardiopathies congénitales, parce que ça demande quand même une infrastructure et une prise en charge périopératoire un petit peu houleuse. Quant au traitement plus précoce pour un meilleur pronostic et pour limiter l'évolutivité, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il faut traiter plus tôt les enfants. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir absolument préserver le confort de vie et la qualité de vie des enfants et qu'on retarde bien souvent la mise en route des traitements par prostanoïdes parce que les prostanoïdes qu'on utilise chez l'enfant, ce sont les prostanoïdes par voie sous-cutanée. Les prostanoïdes, en gros, vous avez soit les voies IV, le Flolan ou le Velletri, mais le cathé, ça impose un cathé central avec une poupée qui sort de l'organisme et donc c'est pas bon du tout chez l'enfant à cause des risques infectieux et des risques thromboemboliques. En revanche, on utilise le Romodulin qui est une prostanoïde, c'est le treprostinil, c'est un prostanoïde qu'on utilise par voie sous-cutanée continue, un peu comme un traitement du diabète, qui certes est un peu douloureux à l'initiation du traitement, qui impose une aiguille qui reste à demeure, mais aujourd'hui, avec une prise en charge bien adaptée en hospitalisation par une équipe qui a l'habitude, eh bien, on a là encore un recul de plus de 12 ans d'utilisation de cette drogue à Necker avec une très bonne expérience et une très bonne efficacité. Mais je pense qu'il faut effectivement probablement traiter ces enfants plus tôt pour limiter l'évolutivité de la maladie.
Et on s'est aperçu que dans certaines formes, on commençait, lorsque l'enfant nous était adressé à un stade un peu avancé de la maladie, parfois on arrivait à commencer très fort le traitement et quand on les voyait s'améliorer, on a pu en sevrer quelques-uns des prostanoïdes. Mais en tout cas, on a vraiment le sentiment que dans ce processus de dysfonction endothéliale active, d'inflammation active, plus on tape vite et fort, et meilleure la chance de contrôler la maladie est. Le cas particulier du groupe 3, vous l'aurez compris, l'oxymétrie est indispensable avant le sevrage de l'oxygène. L'échographie indispensable avant la sortie pour être sûr de ne pas passer à côté d'une hypertension pulmonaire et ne pas sevrer trop tôt d'oxygène si l'enfant n'a pas des pressions pulmonaires strictement normales. Et en cas de désaturation, maintenir l'oxygène tant que l'objectif des 95% n'est pas atteint. Sur le terme, 95% de saturation, 95% du temps. Et si les pressions pulmonaires sont élevées alors qu'on a la preuve qu'à l'oxymétrie, il y avait une oxymétrie parfaite, là, on est en droit de faire un cathé. Sinon, on reprend l'oxygène, même s'il a été interrompu. Le plus souvent, dans mon expérience, je fais une oxymétrie, je vois qu'il y a des désaturations, on reprend l'oxygène et on normalise les pressions. Il ne faut pas être pressé de sevrer en oxygène. Il vaut mieux laisser l'oxygène quelques mois plutôt que se retrouver avec une HTAP qu'on n'arrivera pas à guérir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça nous laisse, je vous avais promis de vous libérer à temps, donc j'ai tenu promesse et j'espère que ça nous laisse du temps pour des questions. Alors attendez, parce que je ne trouve plus mon Zoom, moi. Voilà, je vais me remettre en Zoom et je vais regarder. Alors, en revanche, je ne vous vois plus. Pourquoi je ne vous vois plus ? Alors moi, les questions que j'ai, ça c'est embêtant. Attendez, je vais me reconnecter parce que je vois que les questions que j'ai, ce sont... Ah non, voilà. D'accord, je croyais que j'avais que les questions du cours précédent. Alors, est-ce que les enfants peuvent voyager long courrier ? Les enfants peuvent voyager. Alors, l'avion, on est en cabine pressurisée, hein, donc ce n'est pas considéré comme de l'altitude, hein, bien entendu. On a dit un temps qu'il fallait faire des voyages long courriers en compagnie régulière et non pas en low cost parce que les cabines seraient moins bien pressurisées en low cost. J'ai un de mes patients qui travaille chez Air France qui m'a dit que c'était complètement ridicule parce que la pressurisation des cabines est toujours la même, qu'on soit en low cost ou en long courrier. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais c'est vrai que moi, quand je suis dans un EasyJet, je n'ai pas la même impression que quand je suis dans un vol Air France, mais je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il en est. Autre question, en réanimation néonatale, jusqu'à combien de ppm on peut tolérer ? En général, le NO, il marche ou il ne marche pas. Ça ne sert à rien d'augmenter les ppm. Les ppm, on est efficace à 20 ppm, à 10 ppm. Au-delà, on va être délétère et on va avoir les risques de méthhémoglobinémie. Donc, vraiment, 20 ppm, c'est largement suffisant. Quel traitement spécifique indiqué chez un nouveau-né en attendant de consulter un cardiopédiatre hormis le NO ? Eh bien, il ne faut pas donner de traitement si on n'a pas un avis cardiopédiatrique parce que quelle que soit la drogue que vous allez donner, s'il y a un retour veineux pulmonaire anormal total, c'est une catastrophe. Vous allez aggraver, voire tuer votre patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je ne vois pas ? Alors, quel traitement spécifique? OK. Ensuite, ATC n'est pas systématique dans le groupe 1. C'est quoi ATC? J'arrive pas à comprendre la question de El Abbas. Ma question est ATC n'est pas systématique dans le groupe 1. Alors, on reviendra après sur cette question. La question suivante, c'est je voulais connaître les paramètres échographiques de l'HTP. Alors, les paramètres échographiques, en général, si on a une IT au-delà de 2,5, 2,8 mètres,
par seconde, c'est pathologique, mais il faut absolument avoir une vision globale. Ce n'est pas juste un chiffre. Si vous pouvez, en général, si on prend le temps de faire l'échographie, on arrive toujours à avoir une enveloppe d'insuffisance tricuspide et une enveloppe d'insuffisance pulmonaire, l'une ou l'autre. Et l'insuffisance pulmonaire, en télédiastole, ça vous donne une idée des résistances, et en protodiastole, c'est la PAP moyenne. Donc, il faut absolument que vous essayiez d'avoir et une IT et une IP, ou l'un ou l'autre, et aussi l'aspect de l'enveloppe pulmonaire éjectionnelle, ce qu'on appelle l'ITV pulmonaire. Quand l'ITV pulmonaire est supérieur à 15-20 cm, c'est bon. Et le temps d'accélération pulmonaire, dans une HTAP, on a un temps d'accélération pulmonaire qui est plus court. Je ne me suis pas étendue sur les paramètres échocardiographiques, mais vous les trouverez dans la diapo. En pratique un enfant en Eisenmenger, quel sera son traitement spécifique en première intention? Alors, un enfant en Eisenmenger, s'il est complètement asymptomatique et qu'il faut faire très attention quand on est dans l'évolutivité de l'HTAP, parce qu'avant d'être Eisenmenger, on peut encore avoir du shunt gauche-droite et être en cyanose uniquement à l'effort. Donc, si l'enfant a encore du shunt gauche-droite et que vous lui donnez un vasodilatateur, vous allez majorer son shunt gauche-droite. Donc, quand il est asymptomatique et qu'il persiste un shunt, il ne faut surtout pas lui donner de traitement vasodilatateur. En revanche, s'il est tout le temps bleu, que le shunt est tout le temps inversé et qu'il est symptomatique, on va commencer en général par une durée ratio en monothérapie et éventuellement bithérapie orale. L'anticoagulation, ATC c'est anticoagulation, pardon. Donc l'anticoagulation, comme je le disais, c'est pas du tout systématique. On ne donne pas d'anticoagulants chez les enfants qui ont de l'HTAP, surtout en cas de cardiopathie parce qu'ils font souvent des hémoptysies. Et même aujourd'hui chez l'adulte, c'est controversé. Tout le monde ne donne pas d'antivitamine K dans l'HTAP, même adulte. Donc, pour l'HTAP persistante du nouveau-né, quand faudra-t-il traiter? L'hypertension persistante du nouveau-né, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un retard. Donc, l'enfant, on va le mettre en réanimation, on va faire en sorte qu'il ait une parfaite oxygénation et on va lui donner du monoxyde d'azote, voire du sildenafil. Jamais donner de Bosentan à un nouveau-né qui a une suspicion d'HTAP persistante du nouveau-né, parce que le Bosentan il bloque les récepteurs ETA et ETB de l'endothéline. Or, chez le nouveau-né, il existe des récepteurs ETB de l'endothéline sur l'endothélium et ces récepteurs ETB sont potentiellement vasodilatateurs et contribuent à la baisse des résistances postnatales. Donc, jamais de Bosentan chez le nouveau-né qui a une suspicion d'hypertension persistante du nouveau-né. On le donnera éventuellement des ETA bloqueurs spécifiques. Il y a maintenant des ETA spécifiques, mais pas de non spécifiques, pas de Bosentan. Donc, en général, avec l'ENO et l'oxygénation, c'est souvent suffisant. Éventuellement, on va donner un peu de sildenafil et tout va rentrer dans l'ordre en quelques jours. Que pensez-vous de la fermeture du canal artériel par paracétamol chez les prématurés dans les 24 premières heures de vie? Oui, ben, j'ai aucune objection à ça, puisque avec l'ibuprofène, on sait qu'il y a plus d'effets vasoconstricteurs. Ceci étant, aujourd'hui, avec le paracétamol, moi qui fais de la cardiologie fœtale, on sait que le paracétamol peut aussi engendrer une fermeture prématurée du canal, donc il y a un effet vasoconstricteur probablement aussi en périphérie. Mais oui, bien sûr, quand il y a un canal persistant du nouveau-né, si vous n'arrivez pas à le traiter médicalement, ben aujourd'hui, on ferme de plus en plus de canaux d'enfants prématurés par voie percutanée, mais si le médicament est efficace, bien entendu, il faut privilégier ça. Quelles sont les cardiopathies congénitales responsables d'une HTP du groupe 3? Aucune cardiopathie congénitale n'est responsable du groupe 3. Le groupe 3, c'est une pathologie respiratoire chronique. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, dans les cardiopathies congénitales, on avait plusieurs groupes réunis, c'est-à-dire que l'enfant qui a une hypoplasie pulmonaire dans un syndrome de Simter, par exemple, eh bien, il va cumuler la sténose de la veine pulmonaire plus une hypoplasie pulmonaire. Mais en aucun cas, le groupe 3, c'est très spécifique aux pathologies respiratoires hypoxémiantes chroniques. Combien de temps faut-il se donner pour la normalisation d'une HTAP du nouveau-né sans cardiopathie sous-jacente? Je l'ai dit, c'est 3-5 jours maxi. Au-delà, on commence à discuter la biopsie pulmonaire. Les bêta-bloquants ne sont pas contre-indiqués malgré les risques. Alors ça, je pense que ça ne m'était pas destiné.
avec et allaitement, non. Donc, je ne sais pas, je suis revenue sur le... Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi les questions de Magali La Douceur. Je vais un peu plus loin. Quel est le traitement usuel de l'HTAP persistant du nouveau-né? Ben, ça, j'ai répondu. Est-ce qu'il faut absolument faire une biopsie avant d'évoquer HTAP idiopathique ou héréditaire? Moi, j'ai tendance à dire oui, parce que ce n'est pas la peine de laisser un bébé pendant 2 et 3 mois en réanimation si la biopsie montre qu'on n'arrivera pas à être efficace. Et chez un nouveau-né, démarrer un traitement extrêmement lourd alors qu'on sait qu'on ne pourra pas transplanter l'enfant, c'est à discuter. Quel est le traitement usuel de l'HTAP persistante du nouveau-né? Ben, c'est la même question qui revient. Est-ce qu'il faut absolument faire une biopsie? J'ai adoré votre cours, c'est très gentil, merci beaucoup. Ben, je pense qu'on est exactement dans les temps. Donc, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais j'ai été ravie de pouvoir vous faire ce cours. Et tout comme Magali, je vous ai laissé mon adresse email. Si vous avez besoin ou des questions ou d'autres précisions, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis au revoir et bon courage à tous.